Bonjour à tous, on va démarrer. Voilà, donc juste un petit mot d'accueil. Juste un petit mot d'accueil pour faire rentrer les derniers. Voilà, pour vous dire qu'on est très heureux de vous accueillir pour ces troisièmes rencontres ICAM. Donc rassurez-vous, parce qu'il y a des étudiants qui m'ont posé la question, ce sera fini pour regarder le match. N'ayez pas d'inquiétude, vous pouvez rester concentrés pendant toute la conférence et la table ronde. Voilà, donc très heureux de vous accueillir pour cette troisième table ronde rencontre ICAM. L'objectif de ces tables rondes, il est relativement simple, c'est de faire des conférences pour nous permettre de prendre de la hauteur et offrir, à la fois les ouvrir à l'extérieur et puis en même temps les offrir à nos étudiants pour pouvoir justement prendre le temps de, face à des enjeux complexes, prendre le temps de réfléchir et de débattre ensemble. Et donc naturellement, cette année, le thème c'était les transitions, et donc naturellement il y avait un thème sur la transition écologique, et assez vite est sortie la question des ressources. Donc, je ne vais pas dévoiler le sujet, je vais laisser Adeline faire l'introduction, mais c'est un thème qui nous est apparu vraiment essentiel et important. Et donc l'idée, un peu comme sur les conférences précédentes, c'est d'avoir à la fois quelqu'un qui nous permettra de prendre de la hauteur sur le sujet avec un contexte global et de poser la complexité du sujet global, et puis après de revenir sur des expériences concrètes pour voir comment on peut agir face à ces sujets d'enjeux qui se posent à nous. Voilà, donc c'est tout le thème, mais je vais laisser Adeline l'introduire. Je voulais, avant qu'on passe à cette conférence, en profiter pour remercier ceux qui ont organisé la conférence. Donc Guillaume, Adeline, Camille, même si je sais qu'il y a aussi Julien, Cyril, il y en a d'autres, mais qui ont organisé cette conférence. Donc un grand merci pour l'organisation de celle-ci. Voilà. Et puis je vous souhaite à toutes et à tous une excellente conférence. Je suis sûr qu'on va avoir des débats de grande qualité et des échanges de qualité. Et donc un grand merci d'avance à nos intervenants. Adeline. Bonjour à tous et toutes, vous m'entendez bien? Super. Donc bienvenue pour cette troisième rencontre ICAM du site de Toulouse que nous avons donc décidé de consacrer au sujet de l'économie circulaire. Mais peut-être pour commencer une rapide vidéo pour vous expliquer ce qu'est en quelques courtes minutes ce qu'est le site dans lequel vous vous trouvez. Donc une petite vidéo de présentation de l'ICAM de Toulouse. Donc rapidement, pour introduire cette soirée, pourquoi le thème de l'économie circulaire? L'économie circulaire, ce n'est pas vraiment un sujet nouveau. On en parle beaucoup depuis une quinzaine d'années en France, je dirais, avec les premières directives cadres européennes.
On a eu des législations, la loi Grenelle, la loi AGEC, mais pourquoi parfois avons-nous l'impression que c'est un sujet un petit peu nébuleux? Pourquoi y a-t-il peut-être beaucoup de freins? Pourquoi certaines entreprises ont l'impression que ça va être coûteux, compliqué? Eh bien, on a voulu du coup éclairer ces questions-là avec d'abord un zoom sur les enjeux des ressources, puisque c'est bien de ça dont on va parler ce soir. Et on a bien sûr voulu montrer des solutions concrètes, des initiatives locales que nous avons la chance d'avoir à Toulouse. Voilà, mais pour tout de suite, je vais laisser la parole pour introduire donc la question des enjeux sur les ressources avec Marieke van Lichtervelde, qui est géologue au laboratoire Géologie Environnement de Toulouse. Géosciences Environnement. Géosciences, pardon. Environnement de Toulouse, et qui est aussi membre active de l'ATECOPOL, l'atelier d'écologie politique, qui regroupe de nombreux chercheurs à Toulouse. Voilà. Merci Marieke, et à tout à l'heure. Merci beaucoup pour l'invitation. Bon, bonsoir à toutes et à tous. Il paraît qu'il ne faut pas trop que je me déplace, mais ça tombe mal parce que je bouge beaucoup. Mais en fait, là, je voudrais... Est-ce que vous pensez qu'on peut éteindre la façade? C'est juste parce que je vais avoir plein d'images à montrer, ça sera peut-être plus joli avec moins de lumière. Bon, après, on ne va pas vous plonger dans le noir, sinon vous allez vous endormir. Non, moi je suis géologue. En fait, j'aimerais vous présenter un état des lieux de la question des métaux, des ressources minérales et plus particulièrement des métaux du point de vue du géologue, c'est-à-dire ce qui se passe au niveau de la croûte terrestre. Mais vous en faites pas, on ne va pas faire que de la géologie. La raison pour laquelle je suis là, et je pense que c'est des choses qui sont importantes aujourd'hui dans nos sociétés à prendre en compte, c'est que vous allez voir qu'il y a des enjeux qui sont extrêmement importants actuellement. L'actualité du moment le prouve, et c'est ce que je vais vous montrer ce soir. Pour introduire cette conférence, j'ai que 30 minutes, donc je vais essayer de pas trop parler, d'aller un peu droit au but pour introduire la question de la circularité des métaux. Cette image, cette photo, nous donne déjà un premier contexte, une première bonne raison de s'intéresser à la question des métaux. Cette photo, elle a été prise dans le Massif central. Est-ce qu'il y en a qui connaissent cette image, qui l'ont déjà vue? Parce qu'elle a beaucoup circulé dans les médias il y a, on va dire, il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Personne n'en a entendu parler? Si, je sais qu'il y en a qui en ont entendu. Cette photo a été prise dans le nord du Massif central. C'est une carrière, c'est une photo de carrière, mais c'est la future mine de lithium française. La future mine de lithium française. Bon, quand je dis lithium, ça vous parle? Je crois qu'il n'y a plus personne qui ne sait pas ce que c'est que le lithium. Il y a 10 ans, lithium, on ne savait pas trop ce que c'est. Aujourd'hui, lithium égale batterie, égale électrification, égale voilà, tout ça. Or, en France, on n'a plus de mines depuis plus de 20 ans. Plus de mines du tout. On a encore des carrières comme celle-là, mais on a fermé les dernières mines au début des années 2000. Pour des raisons essentiellement environnementales, écologiques, on a fermé les mines. Et aujourd'hui, on parle de réouvrir des mines en France, sur le territoire français. Et ça, rien que ça, c'est déjà, j'ai envie de dire, un enjeu social, qui est assez énorme, parce qu'il va falloir les ouvrir, ces mines, et donc accepter, enfin que les gens acceptent qu'on ouvre des mines près de chez eux. Parce que ça, ce sera la première, et il y en aura beaucoup d'autres. Donc, on va réouvrir des mines. Si je fais ça, ça va marcher. Donc, la future mine de lithium des Chassières, donc c'est Imerys qui travaille dessus. Et pour vous montrer que l'enjeu n'est pas que franco-français, 3 pays, quel est le point commun, j'ai envie de dire le dénominateur commun entre ces 3 pays? L'Ukraine, vous reconnaissez le Canada et, celui-là, là, on entend tous les jours parler, hein, le Groenland. Dénominateur commun?
Oh, oui, alors j'espère. Au Groenland, je crois qu'ils ne sont pas encore en guerre. Hein. Dénominateur commun? Pétrole? Les métaux. Alors, évidemment, du pétrole, il y en a aussi, mais ce n'est pas ça qu'on va aller chercher sur ces territoires. Ukraine, donc ici c'est la carte des gisements, des principaux métaux qu'on trouve en Ukraine, un des plus gros gisements de lithium en Europe continentale. Canada, pas besoin de démontrer, c'est un des plus grands pays miniers au monde, avec énormément de ressources minières de tout style. Et enfin, le Groenland, effectivement, quelqu'un l'a dit, je l'ai entendu dans la salle, les principales, les plus grosses réserves de terres rares. Voilà, il y a des très très grosses réserves de terres rares dans le sud du Groenland. Et ces terres rares sont effectivement, ça aussi je l'ai entendu, donc c'est bien, c'est que vous êtes déjà un peu calés, j'ai entendu que c'est des ressources stratégiques. Et elles sont extrêmement stratégiques, au point que dénominateur commun de tous ces pays, j'ai pas encore entendu. Ah, les États-Unis, ouais, bah, allez-y, plusieurs, vous pouvez participer. Voilà, c'est lui. Donc, c'est ce mec-là qui a décidé d'annexer le Groenland, de prendre le contrôle des ressources de l'Ukraine, et puis pourquoi pas aussi d'annexer son voisin, le Canada. Et puis beaucoup d'autres pays, je ne cite pas donc la République démocratique du Congo avec tous les pays d'Afrique centrale où il y a des quantités énormes de métaux, etc. etc. Ces gens-là ont un besoin impérieux de métaux, mais coûte que coûte, pas pour la transition énergétique. Ils ont besoin de métaux pour faire la guerre, pour l'armement, pour les drones, pour le numérique avec toute la question des serveurs, de l'intelligence artificielle qui bouffe une quantité énorme de métaux. Et tout ça, donc, c'est devenu des enjeux hyper stratégiques. Au point que je me suis amusée pour préparer cette conférence à faire une petite, je fais des petites compilations comme ça, de tout ce qui sort sur les métaux stratégiques, sur les minerais stratégiques. Vous prenez votre média préféré, moi j'ai pris Courrier International, vous avez en 2025 une explosion des articles de presse qui parlent de cette question des ressources stratégiques, ressources minérales, ressources minières, métaux stratégiques, etc. etc. Le dernier en date étant 15 janvier 2026, Trump et le retour de l'impérialisme des ressources, un nouvel ordre mondial s'annonce. Voilà. Donc on est clairement au cœur, donc ces métaux sont clairement au cœur du nouvel ordre mondial. Ça n'est plus le pétrole. Le pétrole, c'est un prétexte. Et puis, de toute façon, il faut quand même encore extraire les dernières gouttes, hein, parce que c'est un peu comme le citron qu'on prend. Voilà, il faut absolument récupérer les dernières gouttes de pétrole pour ces économies-là. Mais là, c'est vraiment les métaux qui sont au cœur. Voilà. Alors, on a dit que pour les États-Unis, ce n'est pas forcément la transition énergétique la priorité, mais aujourd'hui, on va quand même parler de transition, puisque en Europe, la question des métaux stratégiques, c'est évidemment une question qui est très, très prégnante pour la question des transitions. Alors, des transitions au pluriel, transition énergétique, transition numérique. Pourquoi? Alors ça je n'ai pas besoin de le dire, on veut sortir des énergies fossiles, on veut sortir du pétrole, du charbon, et pour ça il faut faire de l'électricité et l'électrification. Ça peut se faire de manière décarbonée avec donc ici du soleil, du vent, etc., etc. Et surtout ce que j'ai représenté par ces petits wagons là, par d'énormes quantités de ressources minérales et de métaux. L'Agence internationale de l'énergie nous dit que l'électrification massive va multiplier par 5 les besoins en métaux dans les 20 prochaines années. Alors, multiplication par 5 dans les 20 prochaines années, déjà, ça, pour des gens qui s'intéressent à l'économie des métaux, tout ça, on se rend compte que c'est tendu, quoi. Hein.
Pourquoi? Parce que les métaux vont servir. Alors l'électricité, il va falloir la produire, il va falloir la transporter et il va falloir la stocker. Et ça, vous imaginez bien que comparé à 1 litre de pétrole qu'on extrait de la croûte terrestre et qu'on brûle, c'est pas du tout la même histoire. Ici, vous avez l'exemple d'une technologie, une technique de production d'électricité. Vous voyez, quand c'est plus des vieux moulins à vent, on est sur des éoliennes avec des centaines de tonnes, voire milliers de tonnes de béton. Je rappelle que le béton, c'est essentiellement du sable, une ressource minérale extrêmement stratégique, le sable. Et puis vous allez avoir évidemment l'acier, du cuivre, de l'aluminium, tous ces métaux qui vont être utilisés en très grosse quantité. Et puis au bout, vous avez une technique, cette fois pour stocker l'électricité. Ici, le schéma d'une batterie au lithium, où on ne va pas retrouver que du lithium, mais on va aussi retrouver du cobalt, du nickel, et puis toujours cuivre, aluminium, etc. Donc là, on va avoir besoin non seulement de métaux en grande quantité, mais aussi en très grande diversité. Vous avez ici 2 graphiques qui vous montrent, qui vous comparent ce qu'on va appeler l'empreinte matérielle, l'empreinte en métaux, d'une certaine quantité, donc du mégawatt d'électricité produite, que ce soit avec du gaz naturel en bas, du charbon, du nucléaire, etc., jusqu'à l'éolienne offshore. Et voyez que pour la même quantité d'électricité produite, on va utiliser beaucoup plus de métaux dans ces éoliennes qu'avec le charbon, le gaz naturel. Et le métal qui est vraiment le plus important dans toutes ces techniques-là, c'est le cuivre. En gros, le cuivre, il y en a absolument partout. Il y en a absolument partout. J'aime bien utiliser l'image d'un organisme, un organisme vivant. Le cuivre, ce serait dans nos sociétés, si notre société était un organisme vivant, ce serait comme le sang, le réseau sanguin de cet organisme. S'il n'y a plus de cuivre, il n'y a plus de sang qui circule, on meurt. Voilà, une société meurt. Sans ce métal-là, nos civilisations s'effondrent tout simplement. Voilà, ça c'est le cuivre, qui est utilisé, qui est là en bleu, qui est utilisé depuis à peine 8000 ans. Si vous regardez la comparaison, si vous comparez une voiture thermique avec une voiture électrique, vous voyez que de la même manière, la quantité de métal dans une voiture électrique va être beaucoup plus importante que dans la voiture thermique. Ça, c'est essentiellement à cause de la batterie, qui va consommer beaucoup plus de lithium, de cobalt, le graphite aussi, graphite qui est très important, qui est en orange ici, pour les batteries. Et puis quand même 4 fois plus de cuivre pour tous les circuits, pour le moteur, etc. Alors ça, c'est pas pour dire que la voiture électrique, c'est pourri, dégueu, qu'il faut la mettre à la poubelle. C'est surtout pour dire que si on veut remplacer toutes nos voitures thermiques par des voitures électriques, il va y avoir un petit problème. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc à un moment donné, c'est vraiment pas le problème c'est vraiment pas la voiture électrique, le problème c'est la voiture tout court. Ok, alors ça vous avez vu que c'était qu'il va y avoir une explosion de la demande des métaux. Si on regarde le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie, a publié en 2025, dans son dernier rapport, a confirmé ces tendances. Ce que je vous disais, on va avoir besoin de multiplier par 5 la demande en métaux, donc entre 4 et 6 en fonction des scénarios, en 2040 par rapport à 2020. Okay, ça, c'est une tendance globale, tous métaux confondus. Il y a évidemment des métaux comme le fer, l'aluminium, qui vont être le cuivre, qui sont utilisés on va dire en centaines de millions, voire milliards de tonnes par an. Là, on va parler de tous ces métaux, on met de côté le fer et l'aluminium qui sont en beaucoup plus grosse quantité. Et si on regarde certains métaux très spécifiques, comme le lithium, ça c'est la multiplication
donc 42, c'est la multiplication sur la production, donc il va falloir faire pour assurer la demande. Voilà, donc on va devoir produire 42 fois plus de lithium entre 2020 et 2040. Et ça, vous présentez ça à une compagnie minière, à un minier, il va bien rigoler. Il va vous dire, si tu veux, mec, mais moi, j'assure pas là, hein, multiplié par 42, je sais pas faire. Aucune compagnie minière n'est capable aujourd'hui de dire, ok, en 2040, on aura ça de lithium qui sera disponible voilà, pour faire des batteries ou je ne sais quoi. Pour le graphite, 25 fois plus, cobalt 20 fois, enfin voilà, c'est pour dire que, et les terres rares qui sont là, c'est pour dire que certains métaux sont encore plus stratégiques que d'autres. Ça, c'est le cas du cuivre. Alors, le cuivre, vous aviez peut-être envie que je vous parle des métaux rares, qu'on appelle abusivement les métaux rares, parce qu'en fait, ils ne sont pas rares, pas plus rares que d'autres. Alors qu'en fait, ce n'est pas forcément les métaux rares qui nous posent aujourd'hui problème, mais ce sont ces métaux de tous les jours, ceux qu'on a absolument partout pour faire fonctionner tout ce qu'on a, voilà, les micros, tout ce qui est électrique. Et là, donc, on a le cas du cuivre, qui est un de ces métaux hyper stratégiques, qu'on utilise, je vous ai dit, depuis 8000 ans. Homo sapiens sait utiliser du cuivre depuis l'âge du cuivre, du bronze, avec l'étain, avec l'or et l'argent, avec le zinc. Pardon. Et donc, c'est le problème du micro-cravate, hein, c'est qu'on ne peut pas tousser sans faire sursauter tout le monde. Je vous ai réveillé, c'est bon. Donc, ce graphique, n'importe qui peut le faire. N'importe qui peut le faire avec n'importe quel métal. Vous allez sur le site de l'USGS, United States Geological Survey, le service géologique américain, et vous allez chercher les Mineral Commodity Reports. Et là, vous avez pour absolument tous les métaux sur la planète, pour tous les états du monde, vous avez les chiffres de production et de réserve, année après année. Vous prenez le rapport 2025, le rapport 2024, 2023, etc. Vous vous amusez bien, vous faites ce genre de graphique. Ça, c'est pour le cuivre. Et donc, ce qu'on voit, c'est évidemment, bon, ça, c'est assez connu, que la production, la consommation égale la production part en exponentielle. Bon, jusque-là, aucune surprise. Mais la raison pour laquelle je vous montre ce graphique, c'est parce que si vous regardez, si vous faites la somme de tous ces petits bâtons-là, tout ce qu'on a extrait, tout ce qu'on a produit de la croûte terrestre, hein, de la géologie, depuis l'Antiquité, on va dire, si vous faites la somme de tout ça, vous obtenez une production minière cumulée qui est d'environ 700 millions de tonnes. Aujourd'hui, on extrait à environ 24 millions de tonnes de cuivre en une année, et évidemment, ça monte d'année en année. 700 millions de tonnes, si on continue l'exponentielle, dans les 20 prochaines années, ici 2045, on doit extraire, pour que la production réponde à la demande, il va falloir extraire la même quantité, 700 millions de tonnes. Et 20 ans, c'est après-demain. Ici, la plupart des personnes sont des jeunes étudiants qui, dans 20 ans, seront en pleine activité. Moi, avec un peu de chance, je serai encore en activité aussi, surtout si on continue à décaler l'âge de la retraite. Mais ce qui est certain, c'est que vous, moi, on va voir ça. Ça veut dire que dans les 20 prochaines années, il faut faire autant de trous pour extraire du cuivre, autant de mines, que ce qu'on a fait depuis toujours, depuis l'Antiquité. Et à l'Antiquité, c'était ça qu'on pouvait extraire dans les gisements. C'était des pépites de cuivre, des pépites d'or, des pépites d'argent, des objets géologiques qui étaient très très concentrés.
vous allez voir qu'aujourd'hui, ça n'est plus tout à fait la même chose. Donc déjà, retenez ça, c'est déjà quelque chose qui doit faire réfléchir, c'est que dans les 20 prochaines années, il faut extraire autant de métaux que ce qu'on a extrait depuis toujours. Alors la première question que nous posent les industriels, quand on leur dit ça, alors les industriels, essentiellement les industriels du numérique, des hautes technologies, ça ne concerne pas que les transitions, hein. La peur des pénuries. Est-ce qu'on va en avoir assez? La première question qui se pose, c'est que est-ce que la Terre, notre planète, éventuellement en allant chercher au fond des océans, à 6000 mètres de profondeur au fond des océans ou éventuellement sur les astéroïdes, comme on veut, aller chercher des métaux, est-ce qu'on va en avoir assez pour répondre à ces besoins qui sont prévus là pour les prochaines années? Alors ça c'est la classification chimique des éléments qui vous montre avec ces couleurs, donc en rouge, les métaux pour lesquels c'est un peu tendu. Je viens de vous dire que le cuivre, par exemple, en extraire autant dans les 20 prochaines années que ce qu'on a extrait depuis toujours, sachant qu'on est déjà à peu près 20-30 millions de tonnes extraits chaque année, ça va commencer à être tendu. On sait qu'on n'a pas énormément de réserves. Il est plutôt le cuivre qui est là. Il est plutôt, on va dire, moins de 100 ans de réserve. Et c'est le cas pour tous les grands métaux. Quand je dis grands, c'est les métaux historiques. C'est ceux que l'humain utilise depuis très longtemps. Donc l'or, l'argent, or et argent sont là. L'étain, le plomb, le zinc ont des réserves qui aujourd'hui s'amenuisent et s'amenuisent. On ne trouve plus assez de métaux. Et donc il pourrait effectivement y avoir des pénuries, enfin, du moins la production ne répondra plus à la demande assez rapidement. Alors que les métaux plus spécifiques, les métaux de haute technologie, ce que j'appelle les vitamines des technologies, comme le lithium pour les batteries, le cobalt qui est ici, le platine, toutes les terres rares. Les voici, les terres rares, elles sont là. Vous voyez qu'elles sont en vert. En fait, dans nos économies, on n'en a besoin que de toutes petites quantités de ces métaux-là. Ce n'est pas les millions de tonnes du cuivre, de l'aluminium, voire centaines de millions de tonnes. C'est des petites quantités. Pour les terres rares, c'est des milliers de tonnes. Okay, c'est rien du tout. En fait, c'est que chi. Sur les marchés financiers, ça pèse rien du tout. Donc, vu qu'on n'en a pas besoin de beaucoup, même s'ils sont ultra stratégiques, on n'en a pas besoin énormément, voilà, ils sont disponibles pour très longtemps. Cela, il ne nous pose pas de problème du point de vue géologique. Alors par contre, ils sont quand même stratégiques. Pourquoi? Parce que si on prend le cas des terres rares, on sait que les terres rares, ils sont très concentrés en Chine. La Chine possède des très grosses réserves. Alors on a parlé aussi du Groenland, on a d'autres réserves ailleurs, mais la Chine a réussi à avoir le monopole de la production et de la chaîne de valeur des terres rares, et c'est ça qui pose problème, au point de vue des pénuries. C'est que si demain la Chine décide de ne plus vendre ses terres rares aux autres pays industrialisés, il y a un gros problème. Et ça, Trump, il a très très bien compris, et c'est pour ça qu'il y a des transactions autour des terres rares qui sont importantes actuellement. Donc voilà, ça c'est pour vous dire que finalement ce ne sont pas les petits métaux les plus stratégiques qui sont problématiques du point de vue géologique. Par contre, effectivement, les grands métaux, les métaux historiques, donc ici je reviens au cas du cuivre, là c'était une étude qui était parue il y a plus de 10 ans maintenant, et qui montre que le pic de cuivre sera atteint aux alentours du milieu du siècle. Bon, on vient de passer 2025, 2050, c'est très bientôt, voilà. Il nous dit ça. Alors à l'époque, c'est-à-dire que la demande est en pointillé, là, et la production, c'est ce qui est en couleur, là. La production n'arrivera plus à suivre la demande. Bon, qu'en est-il aujourd'hui?
Parce que, bon, à l'époque, on aurait pu dire, oui, il est pessimiste, on va trouver des nouveaux gisements, vous en faites pas. Qu'en est-il aujourd'hui? Le rapport de l'Agence internationale de l'énergie sur les métaux, sur les ressources minérales, nous dit ceci, 2025, donc c'est le plus récent. Vous l'avez en anglais, vous avez la traduction là. Il nous dit ceci, malgré une forte demande en cuivre liée à l'électrification, les projets miniers laissent entrevoir un déficit d'approvisionnement de 30% d'ici 2035. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans 10 ans, on aura seulement les 2/3 du cuivre dont on a besoin. Il va nous manquer 1/3 de cuivre sur la planète. Vous voyez un peu les conséquences que ça va avoir. Autrement dit, cette étude-là, elle était optimiste. Vous voyez, l'écart entre la demande et la production, là, c'est pas ça, c'est ça. C'est 30%. 1/3 de moins. Ça a été très bien étudié, si vous voulez, un petit peu de littérature, par ce gars-là, Emmanuel H., qui est un économiste spécialiste des métaux. Il a écrit en 2025 un très bon bouquin qui s'appelle « Le métaux, le nouvel or noir, demain la pénurie ». Et effectivement, il met le doigt là où ça fait mal, la pénurie des métaux. Et il explique très très bien qu'on a de toute façon un très gros problème de timing. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, toute la planète avait compris « Ah, on a absolument besoin de métaux pour notre transition, pour le numérique, pour les armes, pour tout, absolument tout. On y va, on creuse, on rase toutes les montagnes. » Même si on décidait de faire ça, on ne pourrait pas le faire. Aucune compagnie minière n'est capable de dire « Dans 15 ans, je vous produirai le cuivre, le lithium, le cobalt, etc., etc., dont vous aurez besoin. » Aucune compagnie minière ne peut. On a un vrai problème de timing, tout simplement entre le moment où on découvre un gisement et le moment où on le met en production, il y a ces minimum 15 ans qui a besoin. Donc ça, il nous l'explique très bien dans ce bouquin. Et puis en plus, aujourd'hui, on a plutôt même tendance à fermer des mines, comme le montre cet article, pour des raisons environnementales. Pourquoi? Parce que là, j'en arrive à ces questions d'impact environnemental de l'extraction des mines. Je ne vais pas ça ne va pas durer très longtemps, parce que vous imaginez bien que quand on fait une mine, on ne sait pas faire autrement que de creuser un trou, de broyer de la roche, d'utiliser des attaques acides pour extraire le métal de la roche, etc., etc. Et aujourd'hui, en plus, je vous ai dit qu'on a un problème qui est purement d'ordre géologique, qui est que les concentrations n'arrêtent pas de baisser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'autrefois, ou même Homo sapiens, quand il trouvait de l'or et du cuivre, c'était des magnifiques pépites. Voilà. Ça, aujourd'hui, ça n'existe plus. Il faut aller chercher des gisements qui sont beaucoup moins concentrés, qui sont beaucoup plus difficiles d'accès, très profonds dans la croûte terrestre, tout ça. Ça, c'est une image une vue d'artiste qui vous montre la quantité de cuivre qui a été extraite de cette mine géante, qui est aujourd'hui fermée. Hein. On a extrait tout ça de cuivre. Aujourd'hui, si vous voulez extraire la même quantité de cuivre, il faut faire un trou 5 fois plus gros, pour la même quantité de cuivre. Okay? Et je vous ai dit que dans les 20 prochaines années, il faut extraire 5 fois, voilà, autant que ce qu'on a toujours extrait. Voilà. Donc, vous voyez la problématique. Qui va vouloir de ces mines? Sachant que lorsque on fait une mine, pour faire une mine, on commence par détruire des terres arables, la forêt, des ressources en eau. Je ne parle pas évidemment donc tous les conflits meurtriers, les déplacements de population autour de ces mines et les pollutions diverses sur l'eau, sur l'air, etc., etc. Ce qui fait que malgré les discours aujourd'hui qu'on peut entendre de la part de certains, du secteur minier, je veux dire les compagnies les plus modernes qui nous disent « mais vous en faites pas, on a des standards internationaux hyper contraignants maintenant, c'est faire de la mine verte, tout ça », c'est du blabla. Aujourd'hui, à l'échelle mondiale, une mine, c'est une catastrophe environnementale. Voilà, ça ressemble à ça.
comme j'ai pas beaucoup de temps et que je pense, en plus j'ai cru comprendre qu'il y avait un match, voilà. Vous allez voir La ruée minière au XXIe siècle de Célia Izoard. Très très bon bouquin qui vous parle de toutes les conséquences du secteur extractif, pollution, rupture de digues, voilà. Ok, et là je vais doucement terminer parce que sinon on va me jeter dehors. Je vais quand même parler un tout petit peu du recyclage parce que on est là ce soir pour parler de circularité. Alors, pardon, hein, je mets les pieds dans le plat, les limites du recyclage. Vous avez ici le même tableau chimique des éléments, avec cette fois les couleurs qui correspondent au taux de recyclabilité sur la planète. C'est à l'échelle globale, je vous donne des trucs globaux. Hein. Tout ce qui est en rouge, le lithium, le tantal, j'en ai pas parlé, tantal, hyper important pour la microélectronique, supraconducteur. L'indium, sans l'indium, vous n'avez pas d'écran tactile sur votre téléphone. Tous les gallium, germanium, etc. Toutes les terres rares, moins de 1% de recyclage, c'est-à-dire zéro. On ne sait pas faire, on ne sait pas recycler à l'échelle industrielle. Sur le papier, on sait faire. Dans les laboratoires, on sait faire. Dès qu'on passe à l'échelle, on ne sait plus. On ne recycle pas le tantal de nos téléphones portables. J'ai oublié de dire, un téléphone portable, c'est 60 métaux, jusqu'à 60 métaux différents. Aujourd'hui, quand on recycle un téléphone portable, on récupère le plastique, l'or et tout le reste. C'est broyé et ça va, je ne sais pas où. Voilà, il y aura des gens qui vont nous dire, en parler mieux. Voilà. Et finalement, les métaux les mieux recyclés, jusqu'à 60% de taux de recyclage, ce sont les grands métaux historiques. On retrouve le cuivre, l'or et l'argent, le zinc, l'aluminium, l'étain, le plomb, etc. Et ça, là, tous ces grands métaux, 60%, jusqu'à 60%. Vous voyez que même 60%, c'est déjà un super taux de recyclage. On ne sait pas faire mieux. On n'y arrive pas. C'est très, très difficile, ne serait-ce que thermodynamiquement, on ne pourra jamais recycler à 100% un métal. Il y a toujours des pertes, il y a toujours des problèmes de pureté, etc., qui font qu'à la fin, ce chiffre de 60%, c'est à peu près tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc évidemment qu'il faut mettre le paquet sur le recyclage, mais je vous rappelle que je vous ai montré une magnifique courbe exponentielle tout à l'heure pour le cuivre, et que cette courbe exponentielle comprenait déjà le fait qu'on recycle 60% du cuivre dans le monde. Voilà, donc je vais vous laisser avec ça parce que ça donne effectivement beaucoup de sujets à débat et à discussion pour ce soir, donc je pense qu'on va pouvoir continuer. Voilà, juste si vous devez retenir ces quelques petits points, à la fin, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? C'est qu'à un moment donné, la pénurie, on va la voir. La pénurie de métaux, on va la voir. Et que c'est maintenant qu'il faut réfléchir à notre sobriété d'usage, notre sobriété matérielle. Je vais dire un gros mot que les gens n'aiment pas, il faut décroître. Il faut décroître en termes de matérialité. Utiliser moins d'objets, pas seulement les recycler, les réutiliser, etc., etc. Et là, ça va être la suite de cette soirée qui va nous parler de tout ça. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop parlé. J'ai terminé. Merci Maric, merci beaucoup. Voilà, on vous propose un petit temps de questions pour le public, si vous en avez, pour Maric, avant d'enchaîner sur la table ronde. Y a-t-il des questions à la suite de cette Sinon, il y a plein de choses qu'on va discuter en suivant. Soyez pas timide. Guillaume, il y a une question. Moi, j'en avais une. Oui, Guillaume. Donc, tu annonces que voilà, on va. Là, les ressources diminuent énormément. Mais juste quand on regarde vraiment à l'heure actuelle, comment ça se fait que on a envie d'acheter un ordi portable, tout ça, ça reste quand même toujours aussi facile. On ne voit pas encore de tendance quand on est consommateur. En France, oui. Il y a quand même des pays où...
Ouais, j'ai plus. Voilà. Il y a quand même des pays où on voit, et c'est arrivé en France aussi, où on commence à avoir des vols de câbles. Donc on sait que c'est tendu sur la question des métaux parce que on essaye de récupérer du métal coûte que coûte. Alors nous, ça se voit pas quand on va. Enfin si, il y a quand même certains secteurs. Le secteur de l'automobile, je sais que c'est tendu. Aujourd'hui, quand on veut acheter un véhicule électrique, on l'a pas comme ça. Il y a pour l'instant la chaîne d'approvisionnement, elle est très 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 tendue parce que alors il y a tout un tas de facteurs. Hein, l'économie mondiale est complexe, mais la raréfaction des métaux en fait partie. C'est juste que nous, on est tellement abreuvés de publicité et de tout va bien, Madame la Marquise, continuez à consommer. Je pense qu'on ne se rend pas encore compte. Voilà. Et puis aussi, les premiers qui vont vraiment subir cette raréfaction des ressources, des métaux, et toutes les ressources en général, pas que des métaux, ça va finalement être les pays les plus pauvres, voilà, les pays d'Afrique. Voilà, et peut-être que ce n'est pas nous qui allons manquer de téléphones portables et d'ordinateurs en premier. Voilà. Très bien, merci. Merci beaucoup. J'ai été surprise et j'étais pas du tout au courant de l'impact environnemental de la fabrication des éoliennes. J'en avais déjà entendu parler, mais je pensais pas en ordre de grandeur que c'était à ce point. Donc si la solution c'est d'abord la sobriété, et on doit quand même produire de l'électricité, comment on fait si c'est pas il faut choisir. pour ouvrir des il va falloir choisir entre des méga serveurs pour faire de l'IA générative, je précise bien générative, de l'IAG, ou des éoliennes pour produire notre électricité et puis nos climatiseurs pour quand il fera 45 degrés, parce que ça, j'ai pas redit, mais voilà, il va y avoir ça aussi. Il va falloir choisir des véhicules électriques pour tout le monde, et il va falloir choisir des hôpitaux qui marchent et qui continuent, ou qu'on continue à... Voilà, il va falloir choisir. C'est ma seule réponse. À un moment donné, quand il n'y en a plus pour satisfaire toute la demande, et on commence à mon avis, on va très rapidement commencer à le voir, ne serait-ce que sur le cuivre, hein, je vous ai dit. En 2035, on n'a pas le cuivre qu'il nous faut. Donc, à un moment donné, les industriels vont choisir. Et encore une fois, ce n'est pas forcément dans nos pays riches que ça se verra, qu'on va en pâtir en premier, quoi. Merci beaucoup pour votre conférence, c'était très intéressant. J'ai une question concernant quels sont les freins au recyclage de ces métaux. Est-ce que c'est des freins technologiques ou économiques? Les deux. Alors pour l'instant, c'est plus cher de recycler certains métaux, hein, pas forcément tous. L'aluminium, par exemple, c'est moins cher de recycler aujourd'hui. Mais par contre, tous les autres métaux, de ce que j'ai compris, c'est plus cher de recycler que de faire de l'extraction primaire. Ce qu'on appelle extraction primaire, c'est-à-dire extraire depuis la géologie, depuis les roches. Donc c'est économique. Et puis après, c'est technique, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que sur le téléphone, voilà, ou n'importe quel appareil de microélectronique où il y a des dizaines de métaux différents, je vous ai parlé des petits métaux, ce que j'appelle les vitamines des technologies, c'est des microgrammes, voire moins, enfin c'est des très très petites quantités. Et ça, les industriels, quand ils reçoivent un produit comme celui-là, avec des alliages extrêmement complexes et tous différents, et qu'en plus, dans le temps, d'une semaine à l'autre, un recycleur il reçoit des alliages différents, évidemment, il n'y arrive pas. Donc, ce que je disais tout à l'heure, il récupère le plus facile à récupérer, le plus précieux, et le reste, ça part au broyage ou ça va être fondu, je sais pas, ça va faire des sous-métaux de basse catégorie. Voilà. Donc c'est à la fois technique et économique, ouais, j'ai envie de dire. Après, il y aura certainement des gens plus spécialistes de ces questions-là. Mais je suis géologue. Merci beaucoup. J'avais une question. Qu'est-ce qui a motivé la fermeture de la mine au Panama? Et quand vous disiez une question de mauvais timing, est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu une mauvais timing lié au refus
des peuples. Ah mais complètement. C'est ça? Ah oui, Par oui, rapport complètement. à Mais là, l'ouverture de c'était. Alors, j'ai pas le mines et- cas dans le détail, je connais pas le détail du Panama, mais c'était des raisons environnementales. La compagnie minière qui exploitait ça, elle avait vraiment des grosses casseroles. Derrière, il y avait vraiment des très grosses compagnies qui font n'importe quoi. Enfin, après, elles payent parce que des comportements parfois même anciens. On le voit sur, par exemple, en Serbie, nous en Europe de l'Est, on a des très gros gisements qui pourraient être exploités. Ça fait des années que des grosses compagnies minières tentent d'exploiter et elles n'y arrivent pas parce qu'il y a l'opposition des gens. Quand on a fait n'importe quoi pendant des décennies et qu'on voit ce qui se passe dans les pays du Sud où malheureusement les standards sont très très mauvais, donc les pollutions sont plus, enfin, c'est énorme. Il suffit de voir l'extraction de l'or partout dans le monde, c'est une catastrophe. C'est normal qu'aujourd'hui, on va sur un terrain, on dit là, il y a du métal, on va pouvoir l'extraire, on se fait tomber dessus, quoi. Enfin, les gens n'en veulent pas. Et ça, l'opposition sociale, et c'est pour ça qu'à un moment donné, le passage en force devient nécessaire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a fait Macron en simplifiant le code minier de manière à squeezer les études environnementales qui permettent de donner les autorisations pour explorer un site. Quoi. On garde une ou deux questions. Encore une question, et puis on va passer, je pense. Dernière question, merci. Oui, merci de prendre ma dernière question. Non, est-ce que le cuivre va s'arrêter? Ok, je comprends, mais il y a d'autres métaux pas qui... s'arrêter, mais... Non, mais en 2035, j'ai compris qu'on passait voilà. le pic. Mais il y a d'autres métaux qui vont pouvoir conduire, on va remplacer par autre Alors chose. ça, oui, alors le cuivre, je pense qu'on va avoir du mal. Là, on va vraiment avoir besoin de réduire sur le cuivre parce qu'il n'y a pas tant que ça d'autres métaux. On parle là de métaux qui sont quand même très abondants dans la croûte terrestre, dans les gisements. Enfin, voilà, on a pas mal de gisements. Les substituts, la question des substituts, c'est valable pour certains petits métaux complexes, enfin, voilà, vraiment sur des usages très très spécifiques. Le cas typique, par exemple, c'est le lithium remplacé par le sodium. Le sodium, c'est genre, je sais pas, le 5e élément le plus abondant dans l'univers, enfin, sur la planète. C'est énorme. Effectivement, si on trouvait la technologie pour faire des batteries au sodium plutôt que des batteries au lithium, tout d'un coup, tout irait mieux. Sauf qu'en fait, on n'y est pas du tout. On se rend compte que la substitution d'un élément par rapport à un autre, ça reste compliqué. C'est limité, on va dire. Dans le cuivre, on ne le remplacera pas comme ça, c'est sûr. Et puis, il faut faire attention aussi au déplacement du problème. Possibilité de poser d'autres questions par la suite, mais on va remercier encore Maric. Merci. Et tout de suite, on va passer à la table ronde avec nos 4 nouvelles figures qui peuvent nous rejoindre sur scène. Maric, je t'invite à rester avec nous. Donc on accueille Maric Hussol, Cyril Adou, Sarah Cheta et Simon Desrumeaux. Voilà, rejoignez-moi. Puis on a maintenant un petit peu de temps pour discuter peut-être des alternatives et illustrer ce concept de l'économie circulaire. Installez-vous avec des solutions concrètes et locales. Voilà, super. Et je vais m'asseoir aussi, j'ai cette chance-là. Je vous propose de commencer avec un rapide tour de table en vous présentant rapidement vous et la structure que vous représentez ce soir, si ça vous va. Alors, il y a 2 micros, en effet, qu'il va falloir se partager entre vous 4. Je pense, ouais, c'est bon. Bonsoir à toutes et à tous. Du coup, je suis Simon Desrumeaux et j'ai cofondé une entreprise qui s'appelle Metamo. Donc, on est basé à Auch. Et nous, on travaille sur la question du réemploi et de la réutilisation d'éléments métalliques. Alors, on n'est pas sur des métaux rares. On traite plutôt des questions autour de l'acier et de l'aluminium et à destination plutôt de la construction. Voilà pour ma petite présentation. Bonsoir, moi je suis Sarah Cheta, je travaille pour la coopérative Cities Occitanie, qui sont des véhicules en autopartage. Donc nous on propose une solution de location de voitures pour éviter que vous en ayez à en acheter.
Merci, donc bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Cyril Adou. Alors moi je cumule 2 emplois. Je suis d'abord consultant expert sur les questions d'économie circulaire et d'écologie industrielle au sein du bureau d'études Indigo. Et l'autre mi-temps, je suis professeur associé à un service temporaire à l'ENSIA 7, où je travaille sur les mêmes sujets en enseignement et en recherche. Bonjour à tous. Moi, je suis Marie Cussel, je suis chef de projet au sein du Pôle Éco-Conception. Le Pôle Éco-Conception, c'est une association d'entreprises qui a pour but d'aider les entreprises à comprendre et mettre en œuvre des méthodes d'éco-conception pour garantir des produits et services moins impactants sur l'environnement. Et je suis particulièrement en région Occitanie, co-animatrice d'un programme qui s'appelle le programme Oxymore, qui a pour but vraiment d'aller sensibiliser à l'éco-conception, vous, les entreprises, l'ensemble des milieux professionnels, et de les aider aussi à initier des démarches dans chaque entreprise en fonction de leurs besoins. Bon, Marie, que tout le monde a compris, je pense. Marie, tu seras avec nous pour échanger, peut-être réagir au propos de nos quatre autres invités. Et Cyril, je te propose de reprendre la main pour peut-être poser le concept de l'économie circulaire, voilà, parce que bon, c'est ta spécialité, et peut-être voilà, nous éclairer aussi sur la dynamique actuelle que tu peux observer dans tes activités, s'il te plaît. Oui, alors on a déjà eu le dessin du décor, hein, pourquoi on va parler d'économie circulaire. Je pense que Marie a bien planté, bien positionné le sujet. On consomme beaucoup trop de ressources, je crois que c'est plus de 200 gigatonnes extraits tous les ans, hein, de la Terre en fait, hein. Donc on a parlé des métaux, mais il y a aussi effectivement les matériaux de construction, le plus gros flux, hein, qui circule dans nos sociétés aujourd'hui, les hydrocarbures. On extrait aussi des matières renouvelables, parfois de façon un petit peu trop intense. Et du coup, l'économie circulaire, on l'a vu apparaître, hein, dans nos sociétés. Alors, moi, j'ai la chance de travailler sur le sujet depuis, on va dire, 26 ans. C'est un sujet qui était plutôt confidentiel au début. Et on l'a vu apparaître, hein, dans le langage courant, enfin, en tout cas en France, hein, à partir des années 2010. Elle est entrée dans notre réglementation en 2015. Hein, la loi transition écologique et pour une croissance verte a introduit une définition de l'économie circulaire. Alors, je ne sais pas si tu peux passer la diapo. Alors, je ne vais pas vous la lire, hein, la suivante, ouais, s'il te plaît. Parce que la définition est un peu longue. Mais voilà, l'économie circulaire, c'est une des réponses. Il y en a malheureusement besoin de beaucoup d'autres, hein, pour répondre à cet enjeu de ressources. Voilà, qui nous propose des outils pour limiter nos consommations de ressources. L'économie circulaire, on l'assimile souvent au recyclage, hein. C'est dans la représentation, la première représentation qu'on a de l'économie circulaire, c'est le recyclage. Mais c'est un des outils de l'économie circulaire, et vous le voyez sur le petit dessin que je vais vous décrire, hein, à côté. C'est le dernier qu'on va mobiliser. Il y a plein de choses à faire avant, hein, pour justement moins consommer de ressources, mieux les consommer et mieux les utiliser. Donc cette loi en 2015, c'est la première étape en France en fait, de l'arrivée de l'économie circulaire. Et puis derrière, il y a plein de choses qui vont s'enchaîner. Il y a la loi AGEC en 2020. Il y a également en 2022 quelque chose qui va concerner plutôt les entreprises. Donc on voit que le secteur privé va se retrouver confronté à cette question. C'est la directive CSRD. Alors je ne sais pas si vous connaissez. C'est une directive européenne qui crée un cadre réglementaire à l'échelle européenne pour l'intégration de la RSE dans les activités des entreprises. Donc, il n'y aura plus qu'un bilan financier obligatoire, il y aura aussi besoin d'un bilan RSE, on va dire beaucoup plus large. Et dans cette directive CSRD, il y a ce qu'on appelle des normes, hein, de reporting, des indicateurs si vous préférez. Et il y en a un qui est dédié à l'économie circulaire. Donc l'économie circulaire, par le biais de la réglementation, elle va arriver aussi dans la politique des entreprises. Donc ils vont y être confrontés, en tout cas pour les acteurs, hein, qui consomment beaucoup de matière, tout simplement par des signaux de marché ou des signaux stratégiques, hein, parce que j'espère pour les gens qui dépendent beaucoup des ressources, qui se posent ce genre de questions, parce que ça va aller très très vite effectivement. Et puis voilà, ce sujet continue à se développer. Une série de normes en 2024
Alors, normaliser l'économie circulaire, certains diront que c'est une gageure, hein, puisqu'on n'a pas encore fini de faire le tour. Mais en tout cas, c'est un outil qui peut être utile, hein, en tout cas, voilà, pour diffuser le sujet et faire en sorte voilà, qu'il soit approprié, notamment par les acteurs économiques. Le petit schéma, rapidement, c'est la boîte à outils de l'économie circulaire. Ça nous est proposé par l'ADEME, hein, l'Agence de la transition écologique, qui a beaucoup fait depuis le milieu des années 2010 pour faire de la pédagogie sur le sujet. Et ça nous montre en fait que la mise en place de l'économie circulaire, c'est la mobilisation de tout un tas d'outils qui vont agir à différents niveaux. C'est vraiment une approche multiscalaire. Il y a 3 grands leviers. On peut agir sur l'offre des acteurs économiques, agir sur la demande et le comportement des consommateurs, alors que ces consommateurs, soient des citoyens consommateurs comme vous et moi, mais également des collectivités, ou des entreprises. On a aussi une politique d'achat dans l'entreprise qui peut avoir un poids considérable. Et puis, voilà, une fois que on a agi sur ces 2 leviers, il y a le levier des déchets. On sait que c'est une ressource. On a vu que ça ne suffisait absolument pas pour répondre à nos besoins. Mais en tout cas, voilà, ce qui est disponible, il faut en tirer le meilleur et faire en sorte que voilà, ces matières soient réinjectées. Les petits outils, moi je vais vous parler plus spécifiquement de l'écologie industrielle et territoriale. Marie va vous parler d'éco-conception. Il s'agit, on va voir à différents niveaux, l'éco-conception sur le produit. L'écologie industrielle, c'est vraiment à l'échelle des tissus économiques territoriaux. L'économie de fonctionnalité, on va toucher au modèle économique des entreprises. Là, il y a un potentiel considérable sur ce sujet. Et puis, voilà, les autres outils sont sûrement plus familiers voilà, autour de la consommation responsable, allongement de la durée d'usage, on aura un bel exemple aussi, appliqué au monde économique. Et puis le recyclage, bon, vous connaissez tous ce sujet-là. Super. Merci beaucoup Cyril d'avoir posé un petit peu ce concept. En effet, on va, grâce à nos invités ce soir, illustrer les notions qui sont plutôt dans la partie bleue, puisque vous êtes tous des acteurs du monde économique qui proposent des solutions durables qui s'inscrivent dans une économie donc circulaire. Je vais peut-être laisser la parole à Marie Cussol, donc du pôle éco-conception, qui est vraiment experte de ce domaine et qui accompagne des entreprises pour qu'elles développent l'éco-conception. Donc peut-être que tu peux nous rappeler les grands principes de l'éco-conception et peut-être partager quelques bonnes pratiques, quelques exemples qui te paraissent être intéressants et des réussites dans ce domaine-là. Complètement, c'est bon. Complètement, alors tout à fait, pour commencer par la définition d'éco-conception, de quoi on parle quand on parle d'éco-conception, on met beaucoup de choses derrière ce mot-là. La définition qu'on peut en donner, qui est issue, il y a des normes qui permettent de régir en tout cas les lignes directrices de l'éco-conception. Et la définition principale, c'est de réduire les impacts environnementaux d'un produit ou d'un service, mais on va parler uniquement de produits ce soir, ce sera plus simple. Donc tout au long de son cycle de vie, il y a cette notion de cycle de vie, on va réduire les impacts environnementaux, pas uniquement en parlant uniquement fin de vie, recyclage, déchets, pas uniquement en parlant des matières premières, mais aussi en parlant de quels sont les impacts à la fabrication, quels sont les impacts en phase d'usage, dans les différentes phases de logistique, et comment on peut faire en sorte de du coup réduire l'ensemble de ces impacts environnementaux. Donc on va parler de toutes les étapes du cycle de vie, mais aussi de tous les critères d'impact. On ne va pas uniquement étudier l'impact au sens du CO2 ou de la consommation des ressources rares, mais on va aussi parler de pollution de sol, de pollution des eaux, de pollution de l'air, de rejet dans l'atmosphère, de consommation d'eau également. Bref, il y a environ 17 indicateurs au sens large qui peuvent être mesurés en tout cas. Mais il y en a plein d'autres qu'on ne mesure pas toujours forcément de la même façon et qui peuvent permettre de pouvoir, au sens large, comprendre l'impact environnemental du produit ou du service et le réduire. Pour le réduire, comment on fait ? Très rapidement aussi, donc on va étudier le cycle de vie, on va d'abord le poser, de quoi on parle quand on parle d'impact environnementaux, mesurer l'impact environnemental grâce à différents outils, des outils très quantitatifs, notamment l'ACV, l'analyse de cycle de vie, mais c'est pas le seul, il y en a d'autres, c'est seulement le plus connu. Et une fois qu'on sait où sont les impacts principaux et où est-ce qu'il faut du coup mettre les efforts pour pouvoir réduire les impacts environnementaux, on va chercher des solutions, chercher ce qu'on appelle des pistes d'éco-conception, des stratégies
et ensuite décider lesquels on va mettre en œuvre et lesquels on va peut-être mettre en œuvre un petit peu plus tard, en faisant des compromis finalement, parce que certes le but c'est de réduire au maximum les impacts environnementaux le plus possible, mais il faut aussi pouvoir faire en sorte que le produit fonctionne, que le produit corresponde, trouve une utilité pour un client et un vrai usage, parce que si on fait un produit qui a très peu d'impact mais qui ne correspond pas à un besoin et qui va finalement rester sur étagère, ça n'a pas forcément de sens non plus pour les entreprises, de sens économique non plus. Donc il y a vraiment cette notion de répondre à un besoin réel avec le moins d'impact possible sur toutes les étapes du cycle de vie. Ça, c'est d'un point de vue théorique. Je voulais vous parler de 2 exemples en particulier qu'on a pu accompagner et suivre un petit peu en Occitanie. Le premier, c'est une entreprise qui fait des capsules de café. Le but premier, c'était de conditionner du café sous forme de capsules et ensuite aller les vendre surtout à des professionnels dans les bureaux pour pouvoir faire de l'approvisionnement en café dans les bureaux. Dès le début, le chef d'entreprise a voulu avoir une démarche la moins impactante possible et a commencé à étudier l'impact environnemental de sa tasse de café. Et ce qui est assez bien avec ce projet, c'est qu'il s'est très vite rendu compte que l'impact environnemental, le but c'était de mettre un emballage biodégradable, ou en tout cas travailler sur l'emballage de la capsule. Et en fait, il s'est rendu compte que pour l'impact environnemental d'une tasse de café, en regardant uniquement ça, l'impact environnemental venait à 50% de la machine environ, et environ à 50% du café. Donc en fait, la capsule là-dedans, elle était noyée dans l'épaisseur du trait, c'était bien moins impactant que le reste. Donc certes, il a travaillé là-dessus, mais derrière, il a mis en place tout un projet pour pouvoir à la fois travailler sur son sourcing, sur la logistique pour le transport jusqu'en France, et ensuite sur la torréfaction. Il est allé jusqu'à relocaliser la torréfaction directement dans ses locaux pour pouvoir maîtriser l'ensemble des impacts environnementaux à ce niveau-là. Ça, c'est le premier exemple. Et le deuxième exemple, pour aller un petit peu plus vite, sans en parler, justement, c'est assez lié aussi aux métaux. C'est une entreprise qui fait, à notre sujet du jour, et aux ressources, c'est une entreprise qui fait des bornes de recharge pour véhicules électriques et qui a, dès la conception, voulu travailler sur une borne qui soit 100% réparable, justement pour pouvoir travailler sur ce côté de finalement j'ai une borne qui va tomber en panne, comment on fait pour limiter au maximum le fait qu'il y ait des matériaux, des pièces qui arrivent en fin de vie et qu'on puisse les réparer au maximum, les réutiliser et avoir finalement un cycle de vie où on n'arrive jamais en fin de vie, où on aille au maximum sur la récupération et où on continue à fonctionner en limitant énormément notre consommation de ressources. Je pense que voilà, ça fait déjà un petit panorama de quoi on parle quand on parle d'éco-conception. Parfait, merci beaucoup pour ces exemples qui illustrent bien la puissance de cette démarche. Donc réparabilité, remise en question de son modèle, on en reparlera après. Je propose à Simon peut-être d'expliquer un petit peu avec Métamo, un autre pan, quelque chose qui paraît simple, le réemploi, mais oui. Est-ce que c'est vraiment simple et quelles sont les difficultés et les réussites peut-être que vous connaissez aujourd'hui avec Métamo? Oui, il y a plusieurs, il y a plein d'éléments dans la question. Alors, la réponse facile, c'est de dire que non, c'est pas simple, c'est compliqué. On vient détourner, une manière de faire aujourd'hui des usages. On en a un peu parlé, avec les autres intervenants avant la conférence, mais quand on vient comme ça insérer une nouvelle pratique, forcément, il y a des équilibres en place, il y a des acteurs. On en a parlé un peu, mais nous, le gros sujet sur le métal, c'est que aujourd'hui, et quand je parle d'acier, d'aluminium, il y a un marché qui est très bien organisé en fait autour du recyclage. Nous, on s'inscrit dans une chaîne. Donc, comme je l'ai dit, on travaille vraiment sur des questions bâtimentaires. Donc, nous, en fait, notre ressource, c'est le déchet d'aujourd'hui, finalement, et qui jusqu'ici avait plutôt tendance à être recyclé. Et finalement, quand on veut réemployer, quand on veut réutiliser, ça nécessite de changer les pratiques à l'entrée, c'est-à-dire préserver la ressource, donc la déposer différemment. Pour prendre un exemple très simple, aujourd'hui, si vous prenez un bâtiment, une charpente métallique,
la manière de déconstruire un bâtiment, enfin plutôt de le démolir jusqu'ici, c'était de prendre une pelle mécanique et finalement de venir croquer cette charpente, de venir faire du tri ensuite au sol, d'amener ça dans une benne. Et cette benne, elle va du coup dans un centre de tri du recycleur qui va déchiqueter cette matière et ensuite l'envoyer du coup dans une fonderie. Cette fonderie, dans le meilleur des cas, voilà, elle sera peut-être en Espagne, en Italie. Il en reste quelques-unes en France, mais voilà, c'est très rare. Et dans le pire des cas, elle partira au grand export. Et donc ça pose aussi une question finalement voilà, de souveraineté économique. Ça a été dit avant, mais la ressource est précieuse. Et donc nous, notre thèse, c'est vraiment d'essayer de gérer le maximum possible la ressource à une échelle locale. Alors quand on parle de localité, voilà, pour le métal, en tout cas, nous, on a un matériau qui est très impactant en termes de carbone. Donc globalement, pour vous donner un exemple, mais si je transporte une charpente métallique démontée du coup de Nantes jusqu'à Toulouse, par exemple, l'impact en fait du transport, c'est à peu près 500 kg de carbone équivalent. Par contre, ma charpente que j'ai mise sur mon camion, le fait de la réemployer, elle me permet de préserver à peu près 40 tonnes de carbone. Donc, globalement, en fait, moi, mon échelle locale, elle peut aller voilà, sur une logique voilà, même nationale. Ça ne me dérange pas trop, puisque voilà, je sais que d'un point de vue carbone, j'arrive à faire des choses. Après, bien entendu, se pose la question de l'équilibre économique, puisque globalement, là, je vous parle de l'entrée, comment je fais rentrer des ressources chez moi, mais derrière, ensuite, il faut les faire voilà, ressortir, et on s'inscrit dans un contexte concurrentiel voilà, que vous connaissez très bien. Donc globalement, les industriels ne nous attendent pas, ils continuent voilà, à développer de nouveaux produits, à travailler sur leur prix, sur leur process industriel, et donc voilà, à être de plus en plus compétitifs. Et nous, on s'insère finalement dans ce schéma-là. Donc c'est toujours un aller-retour et un juste équilibre finalement. Enfin, en tout cas, on évalue certes le potentiel de la ressource, mais tout ça s'inscrit dans un schéma voilà, enfin, financier, on va dire ça comme ça. Et donc le but, c'est d'avoir un matériau qui soit compétitif en termes de prix. Moi, globalement, sur les sujets d'économie circulaire, voilà, j'ai une carrière qui, comment dire, voilà, de chef d'entreprise, mais à la base, voilà, j'ai fait d'autres choses, mais ce que j'observais en 2018-2019, c'est que globalement, quand on parlait réemploi, réutilisation, il y avait une espèce de prime voilà, écologique, et on se disait, bon, je peux accepter de payer finalement cet ouvrage fini un peu plus cher, ou ce matériau plus cher, parce qu'il a une économie carbone embarquée. Et donc, en fait, ça m'intéresse. Globalement, aujourd'hui, moi, ce que j'observe, et parce que voilà, on a la chance d'intervenir sur, enfin, avec une typologie d'acteurs assez large et sur un rayon géographique aussi assez large, c'est que globalement, les gens veulent bien voilà, cette image finalement et tout ce qui est lié au réemploi et à la réutilisation, le carbone, bien entendu, mais par contre, ça doit se faire dans une équation économique qui fonctionne. Et voilà, et donc en gros, comment dire, le dilemme, ou en tout cas le problème qu'on a, ou le problème qu'on a à résoudre, c'est vraiment de passer à l'échelle, donc d'avoir une solution qui soit industrielle pour tenir nos marges, de la même manière que voilà, quelqu'un qui produit de l'acier neuf, il a des process industriels hyper normés et donc il gère du volume et il est capable en fait de tenir une équation économique. Le gros enjeu autour du réemploi et de la réutilisation, c'est vraiment ça, c'est d'avoir des acteurs qui soient avec des échelles industrielles pour être une alternative crédible à un matériau neuf. Voilà. Une fois que j'ai dit ça, ça c'est la théorie, et derrière après il y a toute la pratique, tous les changements de mentalité qu'on doit opérer. Et voilà, et globalement, donc, je ne vous en ai pas trop parlé, mais côté Métamo, en fait, on travaille à la fois sur des sujets de charpente métallique, donc du structurel. On fait également de la serrurerie, si tu veux peut-être montrer 2-3 références. On fait de la serrurerie, donc la serrurerie, c'est tout ce qui est garde-corps, là, que vous voyez à droite. Et on a développé une gamme de mobilier urbain. Donc là, l'idée, en fait, c'est pareil, c'est que globalement, quand on fait du réemploi ou de la réutilisation, on rentre dans un champ qui est un peu inconnu pour les acteurs. Nous, on travaille avec des entreprises générales, avec des architectes. Et en fait, quand le mot réemploi arrive, c'est finalement à quoi ça va ressembler, quel prix. Et la réponse des acteurs, c'est toujours il faut voir, voilà, si vous me sollicitez un peu tôt, je ne suis pas sûr d'avoir le gisement, donc la ressource disponible. Donc du coup, je ne suis pas capable à l'instant T de vous dire à quoi va ressembler votre mobilier et vous donner un prix précis. Donc nous, le pari qu'on a pris, en tout cas, c'est d'avoir une gamme, notamment sur le mobilier urbain, qui soit standard, de standardiser finalement à la fois notre sourcing et notre production pour avoir en fait voilà, un produit qui soit finalement sur catalogue. Et sur étagère, et finalement que nos clients puissent acheter comme ils le font aujourd'hui avec un matériau neuf
voilà, et travailler aussi sur des logiques de distribution, voilà, avec des distributeurs qui distribuent aujourd'hui des matériaux, enfin, en tout cas des ouvrages, on va dire, plus classiques, et également de leur faire distribuer en fait, voilà, nos produits. Donc voilà pour Métamo et ce qu'on fait chez nous sur la question du métal. Super, merci beaucoup. Avant de laisser la parole à Sarah, peut-être dans le public, vous avez des questions qui vous... Est-ce que vous avez envie de poser des questions suite aux premières... Oui, je vois une main levée. Suite aux premières interventions. Avant que vous perdiez vos questions. Oui, bonsoir, merci. Comment a été traitée l'obsolescence programmée, parce qu'il y a quand même un peu, enfin même beaucoup d'hypocrisie de la part des industriels, entre eux, ils sont là pour faire du business, de l'argent, ce qui va un peu à l'encontre de certains autres objectifs. Et comment ça a été traité? Autrement dit, si je raccourcis la question, est-ce qu'une entreprise aujourd'hui peut avoir une belle note RSE et en fait clairement faire des produits comme nos portables d'aujourd'hui qui durent 1 an et demi alors que les anciens duraient des années, quoi. Alors, la réponse la plus simple, c'est la réglementation. Il n'y a pas de mystère. Alors, l'obsolescence programmée, c'est voilà, c'est le meilleur levier, en tout cas moi que j'ai pu observer au cours des 25-26 dernières années. Le meilleur levier réglementaire, ça a été d'allonger la durée de garantie obligatoire. Ça les a obligés à reconcevoir leurs produits, alors, qui ne sont pas forcément conçus pour tomber en panne dès que vous l'avez acheté, mais qui sont conçus pour durer la durée de la période de garantie. Maintenant, elle a fondamentalement augmenté, on est passé de 6 mois à 2 ans. Il y a une obligation de vous mettre à disposition des pièces pour pouvoir réparer, réparer les engins. Il y a de la réglementation qui se met en place sur la réparabilité. Donc, globalement, aujourd'hui, on va dire qu'on s'éloigne quand même de tout ça. Et après, vous parlez des portables. Il y a l'obsolescence marketing aussi. Il faut être conscient du fait qu'il y a des gens, je ne citerai pas une célèbre marque avec une pomme, qui font en sorte que vous avez forcément besoin d'avoir le dernier produit qu'ils ont fait, alors que celui que vous avez dans la poche fonctionne encore très très bien. Donc voilà, il n'y a pas que les producteurs qui sont coupables, il y a aussi le rapport qu'on a à la consommation. Ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi essayer sur lequel il faut travailler. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour le moment? Non? Très bien. Moi, j'en ai juste une petite rapide. Ah, oui. Simon, tu peux nous redire les chiffres que tu avais annoncés par rapport à une dépose de charpente et une charpente neuve? Tu parlais de 500 kg de transport, 40 tonnes de carbone. J'ai pas bien suivi. Le chiffre à retenir, c'est que typiquement, l'acier, ça a un facteur. Alors, oui, ça, j'en ai pas parlé d'ailleurs, mais c'est un point intéressant. C'est qu'un acier conventionnel aujourd'hui, pour 1 tonne d'acier, ça représente à peu près 1,8 tonne du coût de carbone équivalent. Globalement, les industriels d'ailleurs, donc le plus connu d'entre eux, donc c'est ArcelorMittal en l'occurrence, a développé également des produits dits bas carbone. Donc juste si vous voyez ce genre de produit, un acier bas carbone, en fait, on a travaillé principalement sur la question du process. Donc c'est aujourd'hui dire un acier conventionnel, il est produit sur une logique avec un haut fourneau. Et en fait, les industriels, donc typiquement Arcelor, vous l'avez peut-être vu à Dunkerque, alors à Fos, je ne sais pas si c'est le cas aussi. Mais en fait, ils passent d'une logique de haut fourneau à derrière un four électrique et demain un four alimenté à hydrogène. Donc le process, en tout cas le facteur d'émission et de réduction, il est lié à ça. Après, il y a toujours, dans un acier neuf, ça aussi c'est un élément important, il faut savoir qu'il y a une part d'acier recyclé. On peut se parler sur un acier conventionnel, de l'ordre, ça peut monter jusqu'à 60% de l'acier qui est constitué par du coup des éléments recyclés. Mais derrière, globalement, il y a une chaîne logistique extrêmement complexe. Une question de souveraineté que j'ai posée aussi, que je vous ai expliqué un peu avant. Et ensuite, donc, ce que j'ai indiqué, c'est que pour faire un camion, en tout cas un semi-remorque, ce que je t'ai dit, c'est que pour lui faire de l'ordre de, je sais plus, c'est peut-être 600 km Toulouse-Nantes.
c'est à peu près l'ordre de grandeur. Globalement, c'est 500 kg de carbone équivalent. Donc, une charpente métallique, sur un camion, tu mets à peu près 20 tonnes, donc entre 20 et 25 tonnes. Donc, globalement, il y a quand même, pour nous, un intérêt, en tout cas, à avoir des chaînes logistiques qui peuvent être un peu longues, bien entendu, si ça reste dans une équation économique qui fonctionne. Voilà. Oui, une question au fond de la salle. Vous venez de dire que dans l'acier recyclé, il y a au maximum 60% de matériaux recyclés. Ça vient d'une norme qui a été faite, d'une limite technologique ou d'une limite juste l'entreprise de garantir que l'acier est un acier? Alors, ce que j'ai indiqué, c'est que dans un acier neuf, dit conventionnel, il y a 60% à peu près de la matière qui est issue du recyclage. Globalement, en fait, il y a une question. Alors, je ne suis pas spécialiste derrière du process industriel typiquement de ArcelorMittal, mais globalement, en fait, pour respecter des niveaux, des compositions chimiques qui fonctionnent bien et derrière avoir le bon matériau avec la bonne composition chimique, ils sont obligés d'introduire quand même une part de matériaux neufs. Après, je sais qu'il y a des expérimentations qui sont menées pour faire augmenter cette part-là, de par les industriels, mais à mon avis, en tout cas, et je ne sais pas s'il y a des personnes autour de la table qui savent mieux répondre à cette question-là que moi, mais globalement, c'est pour assurer une logique ou avoir une production qui soit homogène. En tout cas, ça, c'est ma compréhension du sujet. Voilà. Je ne sais pas si, typiquement, Marie. Juste pour ajouter qu'en fait, un matériau recyclé est toujours moins pur qu'un matériau qui sort de la croûte terrestre. On a l'habitude de dire en géologie que quand on extrait un métal, un matériau de la croûte terrestre, en fait, on le dégrade pour toujours. Et il faut bien penser que les métaux, les ressources minérales sont des ressources non renouvelables. C'est-à-dire que quoi qu'on en dise, même si on sait les recycler, ça reste non renouvelable, c'est-à-dire qu'on ne reviendra jamais à l'état initial de la matière, telle qu'elle était quand on l'a sortie de la croûte terrestre, avec toute sa pureté et sa qualité. Voilà. Et donc c'est certainement, je pense, pour ça qu'à un moment donné, dans les aciers, il faudra toujours intégrer de l'acier, du fer, des métaux qui viennent de la croûte terrestre, parce qu'on a besoin de ce taux de pureté. Merci beaucoup. Et donc, Sarah, pour peut-être illustrer ce concept, si vous avez retenu la roue de l'économie circulaire, il y a un terme qui est peut-être un des plus méconnus du grand public, qui est l'économie de la fonctionnalité. Alors, qu'est-ce donc et comment Cities illustre ce concept et en quoi c'est circulaire? Merci. Je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, on est dans un monde économique où le principe, c'est de produire, extraire des matériaux, les fabriquer, les vendre et s'assurer que le consommateur revienne pour en racheter. Et donc, faire en sorte que notre produit, il se casse, comme vous le disiez, ou que la mode fasse qu'on a envie de le remplacer. Et ce principe-là, un modèle d'économie dit linéaire, il n'est pas viable sur le long terme. Et donc, ce qu'on vient proposer quand on parle d'économie circulaire, c'est comment éviter qu'on revienne toujours à cette source de production infinie. Et donc, l'économie de la fonctionnalité vient s'opposer à ce principe-là en se disant qu'en tant que producteur, au lieu de faire en sorte de vendre des produits en grande quantité dont le modèle économique même repose sur le volume de produits que je vais vendre, je vais plutôt vendre une proposition de service, ou en tout cas m'assurer que le produit que je vends, il puisse durer le plus longtemps possible, voire même, si mon consommateur il revient en me disant ton produit il s'est cassé, ça va me coûter de l'argent. Et donc ça demande à repenser tout un nouveau modèle économique. Et donc effectivement, c'est ce qu'on propose avec Cities en ce qui concerne la voiture. Donc avant toute chose, je voulais vous demander dans la salle, à main levée, qui ici possède un véhicule ? Ou dans son foyer, à quelqu'un qui possède une voiture.
Waouh, je ne pensais pas qu'il y en aurait autant. Combien ont besoin d'utiliser une voiture tous les jours pour se rendre au travail ou ici, pour venir étudier. Et quand je dis a besoin d'y aller en voiture, c'est pas parce que sinon je dois me taper une demi-heure de métro et j'ai la flemme ou je sais pas faire du vélo, voilà. Qui a besoin d'une voiture? Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Ok, merci. Du coup, je ne sais pas si vous avez vu, comme moi, le résultat, c'est que finalement, on est toutes et tous dans un monde où on a l'impression qu'on a besoin d'objets que finalement on n'utilise pas tout le temps. Vous avez peut-être déjà entendu une statistique qui dit qu'une perceuse, on l'utilise 6 minutes dans son temps de vie. Eh bien, un véhicule que l'on possède, il reste stationné en moyenne 95% de son temps de vie. Stationné. Même quand on va au travail tous les jours avec, parce qu'en fait, on va au travail, et puis le véhicule, il est stationné toute la journée. Et on revient avec à la maison, il est stationné toute la nuit. Et donc, la proposition de City, c'est de se dire, est-ce que finalement j'ai vraiment besoin d'une voiture, ou est-ce que je ne peux pas essayer de faire du transport en commun, du vélo, de la marche à pied dans mon quotidien, et aller chercher dans l'autopartage une voiture que je vais louer de temps en temps. Donc effectivement, nous, on propose une solution. Donc depuis 2008, aujourd'hui, on a déployé 250 voitures. Elles sont essentiellement dans Toulouse, mais il y en a dans le reste de la région. Et on fait partie d'un réseau qui fait qu'il y a aussi des voitures partout en France. Donc la promesse qu'on fait, c'est de se dire, OK, il n'y a pas de problème. Vous avez besoin d'une voiture de temps en temps, venez la louer de temps en temps pour répondre à vos quelques besoins ponctuels dans l'année, où que vous soyez, quel que soit le besoin. Et donc pour ça, il va y avoir des petites, des moyennes et des grandes voitures. On va pouvoir ne payer qu'1 heure de location et quelques centimes du kilomètre pour pas que ce soit un coût énormissime à chaque fois que j'ai besoin d'une voiture. Tout comme je vais pouvoir partir en vacances avec ma famille avec. Et d'ailleurs, pour aller au bout de la démarche, ce qui peut paraître paradoxal, c'est que nous, on va plutôt accompagner nos clients à ne pas utiliser notre service. Donc ça rejoint un peu l'idée de la sobriété derrière la proposition de service. C'est en fait, en n'ayant pas de voiture, si on loue notre Cities à chaque fois, on va réaliser que finalement ça coûte un peu cher de rouler en voiture. Et donc on vient rationaliser notre besoin en se demandant si finalement on ne devrait pas y aller autrement. Et tout ce que je vous dis, ça a été démontré par l'ADEME et un cabinet d'études qui, aujourd'hui, la stat disent qu'une voiture en autopartage, c'est 8 voitures individuelles qu'on a évitées. Et c'est 40% des déplacements qu'on faisait en voiture avant qu'on fait autrement. Et donc c'est ce qu'on appelle le report modal, c'est comment mécaniquement on utilise plus souvent les transports en commun, la marche à pied et le vélo quand on fait de l'autopartage. Super, merci. Peut-être une première question qui me vient, c'est tu as utilisé le mot de location de voiture. Bon, les loueurs de voitures, il y en a plein. Et en quoi Cities c'est différent? En quoi l'autopartage c'est différent? Bon, déjà, le marché, la convention font qu'on ne fait pas le même métier. La grosse différence importante, c'est le sujet de la location à l'heure. C'est-à-dire qu'un loueur de voiture, il vend des forfaits jour généralement, avec un nombre de kilomètres inclus, ce genre de choses. Alors que quand on vend un truc à 3 € de l'heure, en vérité, ça veut dire, oui, vous pouvez faire un aller-retour pour une course ou pour aller chercher quelqu'un à l'aéroport. Ça s'inscrit naturellement dans son quotidien en matière de tarification. L'autre différence, c'est dans le parcours client. En gros, quand vous allez chez un loueur de voiture, vous devez présenter tous vos papiers, ouvrir un dossier, signer un contrat, il vous remet les clés, vous faites le tour du véhicule avec lui, etc. Bon, clairement, c'est pas quelque chose que vous faites quand vous avez besoin d'aller acheter un meuble chez Ikea, quoi. Quoique, Ikea, c'est pas le bon exemple parce qu'ils ont pas mal d'utilitaires. Mais quoi qu'il en soit, là, le parcours qui est proposé dans l'autopartage, c'est ouvrir son compte une seule fois, et après on est en autonomie. Enfin, c'est le principe du libre service, un peu comme le vélo. C'est de se dire, c'est bon, maintenant j'ai créé mon compte, j'ai mon appli, et dès que j'ai besoin d'une voiture, en 2 clics, je réserve mon véhicule, et hop, j'y vais. Et les clés de la voiture, je ne l'ai pas dit, sont dans la boîte à gants. On ouvre les clés, on ouvre les portes avec une appli, et on trouve les clés dans la boîte à gants. Et la troisième différence importante, c'est justement le sujet de pourquoi on fait ce métier. Et en fait, un loueur de véhicules, son objectif, son modèle est basé sur le fait que vous partiez longtemps, le plus souvent possible, enfin le plus longtemps possible avec leur voiture, parce que s'ils ont des voitures qui restent là, c'est de la perte d'argent. Alors que nous, au contraire, la proposition, c'est plutôt de se dire non, mais quand vous n'avez pas besoin de la voiture, vaut mieux que vous la rendiez, en fait. Ça va vous coûter trop cher de toute façon de la garder trop longtemps. Et donc autant que vous la laissiez pour la mettre à disposition de quelqu'un d'autre.
Et voilà, il y a à nouveau plein de jeux économiques, bon, je vous passe les détails commerciaux, mais qui font que, a priori, pour quelqu'un qui a besoin d'une voiture pour la louer 3 semaines d'affilée sur l'année, il ne va pas trop s'intéresser à l'autopartage. Ok, super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On est sur une table ronde hyper interactive, vous le voyez. Donc on vous invite vraiment à poser toutes vos questions. Oui, monsieur. J'ai une question pour Cities. Je me pose la question de pourquoi le service se fait avec des voitures Cities et pourquoi ça pourrait pas être n'importe qui propose une voiture à l'autopartage pour le déployer plus vite. Est-ce qu'il n'y a pas ce genre de choses qui est dans les tuyaux ou réfléchi? Oui, merci. Alors nous, on le propose. Mais on n'en parle pas trop parce que c'est pas ce qui intéresse à première vue un individu qui pense qu'en mettant en location sa voiture, il va gagner des sous là-dessus. Donc ça, c'est un autre modèle qui s'appelle Gataround et c'est un peu le Airbnb de la voiture où j'ai ma voiture, je m'en sers pas de temps en temps, je la mets à disposition des autres. Nous, on travaille beaucoup avec les collectivités et notre métier est de concevoir un maillage et donc d'amener un service un peu au même titre qu'une ligne de bus sur lesquels des habitants de quartier vont pouvoir s'appuyer à l'année. Là où quand on est un individu qui possède sa voiture et qui peut la mettre en location de temps en temps, en fait il reste maître de décider de s'il le met à disposition ou non. Il reste maître de l'emplacement de la voiture, ça sera chez lui et la personne elle peut venir le chercher. Voilà. Alors qu'en gros, dans l'autopartage, dans les véhicules Cities, il y a plus cette réflexion de, avec Toulouse Métropole ou avec d'autres territoires, on va réfléchir point par point où sont les zones d'attractivité, les pôles multimodaux sur lesquels il faut une station d'autopartage en complément d'un bus, d'un train, d'un tram, etc. Et donc c'est cette maîtrise-là plutôt qui fait qu'on ne travaille pas comme une personne individuelle qui est maîtresse finalement de la disponibilité du typologie de véhicule et du maillage qu'il propose. Super. Pas d'autres questions pour l'instant? Très bien. Je pense qu'il reste... Oui? Merci. Bonsoir. J'ai une question pour ceux d'entre vous qui ont pour ressource les déchets des autres, ou plutôt Metama, j'imagine. Comment est-ce que vous trouvez ces ressources? Est-ce que c'est des gens qui sont générateurs de déchets qui s'adressent à vous? Est-ce que c'est vous qui allez les trouver? Quelle est la dynamique du marché finalement? Alors il y a deux manières, enfin j'ai disons deux canaux principaux. Un premier qui est l'économie du coup industrielle et territoriale où là pour le coup les déchets des autres peuvent être ma ressource. Donc voilà, typiquement je vous en ai pas parlé mais j'ai une autre société qui travaille aussi sur des questions autour du métal et typiquement des chutes de production derrière. Bon il y avait une photo qui était projetée à l'écran mais on est capable d'en faire d'autres choses. Donc typiquement, j'ai une ressource stable, un déchet stable, une chute qui irait normalement en recyclage. Et voilà, globalement, là, on a pu en créer des jardinières. Et donc ça, c'est un produit typiquement qui peut rentrer dans notre catalogue. J'ai d'autres exemples, typiquement des gens qui font des pylônes, qui consomment beaucoup de cornières en acier. Et globalement, eux ont des chutes de production, voire... parfois ils peuvent même se retrouver à déposer des pylônes et donc globalement nous cette ressource-là peut nous intéresser, donc on s'interface avec eux et donc là on a un travail vraiment d'identifier des partenaires, enfin en tout cas des industriels qui peuvent générer du déchet qui nous intéresse. Donc ça c'est un de nos axes de travail, c'est pas celui sur lequel on a créé Metamo. Metamo, la logique c'est de travailler plutôt avec des acteurs, donc on est dans la chaîne nous du bâtiment, dans la chaîne de valeur et globalement nous nos interlocuteurs ce sont plutôt des démolisseurs qui aujourd'hui s'appellent des déconstructeurs et globalement en fait on travaille à la fois donc avec le déconstructeur qui lui a un marché qui lui a été donné finalement par la maîtrise d'ouvrage, donc le client qui détient un bâtiment et il va lui donner pour mission de démolir un bâtiment. Donc soit il va lui dire écoute moi je m'en fiche, le seul sujet c'est que tu me démolisses le bâtiment et derrière que j'ai une entreprise générale qui me refasse un bâtiment tout beau, tout joli comme j'ai envie. Et globalement, donc ça c'est
la manière de faire un peu à l'ancienne, et ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui, c'est des maîtrises d'ouvrage, donc typiquement qui peuvent être capturées par des obligations, donc qui font du reporting, notamment même voilà, CSRD, ou qui sont même cotés en bourse, et donc qui ont pris des objectifs logiques, on vient réduire notre trajectoire carbone, et donc eux imposent finalement dans leur cahier des charges de faire différemment. Et donc finalement c'est comme ça que nous on vient capter cette matière-là, et ensuite notre process industriel, enfin la logique en tout cas derrière Metamo, c'est la brique finalement entre le chantier de démolition et derrière soit l'atelier donc du charpentier métallique, enfin constructeur métallique, voire pour notre propre projet, être en capacité derrière de retravailler ces éléments, de les reconditionner, enlever de la peinture, déconstruire des éléments et surtout les requalifier. Donc ça on n'en a pas du tout parlé, mais globalement chez Metamo l'idée c'est aussi, parce qu'on s'inscrit voilà, dans une chaîne de responsabilité assez c'est très normé quoi, la construction, et donc globalement le matériau, quand on le récupère, on n'a pas nécessairement, enfin, dans notre cahier des charges, on est censé savoir comment il a été utilisé avant, mais surtout on reconstitue une carte d'identité, donc on vient vérifier finalement sa composition chimique et s'assurer que finalement on fasse pas on crée pas un risque derrière quand ce matériau sera remis en œuvre. Donc l'idée c'est de démontrer que le matériau que je propose, qui est un matériau de réemploi ou de réutilisation, a les mêmes propriétés qu'un matériau neuf. Oui, encore une question au fond. Merci. Dans le Toulousain, dans le BTP, il y avait un gros programme, la Waste to Build, qui s'arrête, qui a permis de déconstruire des dizaines de bâtiments sur la métropole, qui a permis de sans doute essuyer les plâtres de la déconstruction sans jeu de mots. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui? Donc il s'arrête et on voit que la filière elle n'est pas créée, quoi, elle balbutie. Qu'est-ce qu'il faudrait selon vous pour que la déconstruction devienne un standard? Tout simplement que les gens prennent conscience que ce qu'on a sous les yeux, ça a été dit avant, mais en fait, voilà, comment dire, je vais apporter une réponse plus élaborée après, mais vraiment qu'on comprenne que voilà, la ressource qu'on a là, finalement, elle est précieuse, elle a de la valeur. Et globalement, il y a déjà une prise de conscience à faire. On se rend compte que, en fait, voilà, sur Toulouse Métropole, ce projet Life Waste to Build, il a permis d'identifier des chantiers pilotes. Globalement, les acteurs historiques, du coup, typiquement les recycleurs, les déconstructeurs, voilà, sans trahir de secret. Aujourd'hui, s'il n'y a pas un programme, si l'opération n'a pas été rentrée dans ce programme-là, ou que j'ai pas un client qui dit, en fait, tu vas déconstruire différemment, tu vas préserver mes ressources, les gars, ils vont continuer à travailler comme ils travaillent, voilà, depuis 50 ans. Donc globalement, en fait, il y a déjà, voilà, le fait que vraiment, même voilà, vous étudiants qui êtes dans la salle, quand vous allez rentrer dans le monde du travail, il faut, c'est en fait voilà, un choix de société de se dire, on veut faire différemment. On peut accepter aussi, mine de rien, voilà, peut-être un temps un peu plus long, parce qu'une des contraintes aussi pour faire du réemploi, c'est que aujourd'hui, les opérations, elles sont de plus en plus, c'est toujours plus complexe en fait, d'un point de vue juridique, d'un point de vue technique, et les délais en fait, voilà, pour construire le bâtiment, parce qu'il y a des enjeux financiers, voilà, dans le meilleur des cas, ils restent les mêmes, voire ils se raccourcissent. Et donc ça, accepter des temps un peu plus longs pour finalement introduire ce genre de ressources, c'est aussi, voilà, c'est aussi important. Et après, globalement, en fait, ce qui est dommage là-dedans, c'est qu'on se rend bien compte que s'il n'y a pas un cadre voilà, légal qui soit contraignant, finalement, les acteurs ils vont toujours trouver des solutions pour contourner. On pourra en parler plus longtemps, mais voilà, il y a des choses qui ont été faites. Vous avez une REP, donc responsabilité élargie du producteur, qui a été mise en place dans voilà, pour le bâtiment. Et là, globalement, voilà, sans trahir de secret, on est en train de voilà, rétro-pédaler. Vous le voyez, depuis l'élection de Donald Trump, voilà, il y a cette espèce de backlash là, écologique où on se dit, en fait, voilà, on repart comme en 40, comme si finalement le sujet de la ressource n'existait plus. Et voilà, globalement, en fait, il faut que voilà, ça soit, je pense, beaucoup plus contraignant. Alors, la chance qu'on a, et après avoir, pareil, je pense que vous l'avez vu sur le solaire, ce qui s'est passé, mais il y a aussi une réglementation thermique, donc, qui s'appelle la RE 2020, pour lequel, en fait, il y a des seuils d'intensité carbone à ne pas dépasser quand on construit 1 mètre carré, par exemple, voilà, d'appartement.
Donc il y a des seuils qui vont être de plus en plus exigeants. Aujourd'hui, on peut construire avec des matériaux biosourcés. On peut construire avec des matériaux biosourcés et d'autres types de matériaux. Demain, ces seuils, ils ont vocation à augmenter et globalement, quand on discute avec des grosses entreprises générales comme Bouygues, comme Vinci, comme Eiffage, aujourd'hui, leurs ACVistes, donc les gens qui calculent les cycles de vie des bâtiments, ils disent pour atteindre un seuil RE 2020-2028, on n'a pas d'autre choix en fait que de mettre en œuvre des matériaux de réemploi. Juste là, il y a quelque chose que je ne vous ai pas expliqué, c'est qu'aujourd'hui, quand on calcule une ACV logique RE 2020, quand je réemploie un matériau, 1 tonne d'acier en réemploi, en fait, ça pèse pour 0 dans le calcul du coût d'ACV. Donc c'est une simplification, mais c'est pour encourager aussi le réemploi. Et donc ce 0, il est à comparer à 1,8 tonnes que je vous ai donné tout à l'heure sur un acier conventionnel. Donc voilà, il y a quand même ce truc-là au fond qui est sur la logique, en tout cas sur la partie construction. Après, mon gros sujet, mon gros enjeu, il est vraiment de travailler avec l'amont de la chaîne, donc les déconstructeurs, voire même des recycleurs, et leur faire comprendre, et en tout cas trouver des manières avec eux qu'ils dévient finalement les gisements qu'ils maîtrisent, qu'ils acceptent en fait de travailler avec nous plutôt qu'avec un recycleur. Donc après il y a plein de questions à traiter, de logistique, de tri et tout ça, donc c'est pas des sujets qui sont simples, mais en tout cas voilà pour ma réponse. Oui, merci. Moi, je voudrais qu'on complétait effectivement un des gros leviers pour tous les sujets dont on traite aujourd'hui, c'est la demande en fait. Là, il faut S to Build. On a fait une belle expérience. Je pense qu'il y a plein de gens qui se sont fait la main. Mais si la demande continue à être là, on va capitaliser là-dessus. Les filières vont se développer. On va prendre les bonnes habitudes parce que ça prend du temps de changer les manières de faire, de sortir de modèles économiques qui ont 10 voire 100 ans. Et le sujet, il est là, c'est la demande. Si Cities se développe, c'est parce qu'il y a de la demande. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont prêts à arrêter d'avoir une voiture à eux et d'utiliser des services de ce type-là. Donc le gros levier, c'est l'évolution, effectivement. Là, on revient au pilier consommation responsable. C'est le rapport à l'acte d'achat, à la demande. Et donc là, en l'occurrence, le bâtiment, la commande publique est assez importante comme levier. Et il y a un cadre réglementaire qui est quand même assez incitatif avec la RE 2020, qui suffirait que la demande continue à se développer. Et je pense que ce qui a été fait, les gens pourront capitaliser dessus, en tout cas la filière pourra capitaliser dessus pour continuer à faire des progrès. Parfait, merci beaucoup. Eh bien Cyril, je te propose de continuer peut-être pour illustrer notre dernier thème, encore peut-être un peu nébuleux, qui est l'écologie industrielle et territoriale, sur lequel tu travailles beaucoup. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer les grands principes et là aussi peut-être nous donner quelques exemples et la dynamique que tu observes? Alors effectivement, pourquoi on a accolé écologie et industrie. Il y a des gens qui considèrent que c'est un oxymore. Alors c'est pour des raisons scientifiques. L'idée dans les années 90, c'était d'utiliser les outils de l'écologie scientifique, l'étude des écosystèmes, les appliquer à notre société industrielle contemporaine pour essayer de trouver une manière de mieux fonctionner. Parce que les questions de ressources, ça fait quand même un petit moment qu'elles sont identifiées. Et l'écologie industrielle et territoriale, l'idée c'est d'appliquer au tissu économique d'un territoire, qu'on soit dans une métropole comme ici, ou qu'on soit dans un département plutôt rural, une approche écosystémique. C'est-à-dire que les acteurs économiques, en coopérant, l'idée c'est qu'ils consomment moins de matière et d'énergie. Comment? En créant des synergies entre eux, en fait, tout simplement. Ces synergies, ce sont des échanges. Un déchet, une déconstruction de bâtiments, par exemple, produit des déchets, ça peut être utile à un autre acteur qui va éviter d'acheter un produit neuf. Donc ça marche avec toutes les choses dont une entreprise doit se défaire. On voit des flux d'une variété considérable dans ces opérations. Les plus courants, c'est tout ce qui va toucher à la logistique et au conditionnement. Des palettes, des big bags, des caisses. Dernièrement, on a réussi à faire réemployer des caisses qui avaient transporté des morceaux de satellites, donc des caisses assez énormes.
Et du coup, comment ça se passe? On met en contact en fait les gens, on les amène à coopérer. C'est assez original parce que là, pour les caisses, c'est un industriel du spatial qui a été mis en contact avec des agriculteurs. C'est des gens qui ne se seraient jamais rencontrés en dehors d'une opération d'écologie industrielle. Et donc voilà, il y a tout un tas de choses qu'on peut échanger, des biens, des choses qu'on a dans l'entrepôt, des matériels qu'on n'utilise plus, du surstock. Le client a changé d'avis, a modifié son produit. J'ai vu des stocks de 200 000 piles boutons. Je ne sais pas si vous voyez les petites piles comme ça qu'on met dans les télécommandes, qui étaient du surstock. Et voilà, il y a plein de choses en fait qui peuvent servir, qui peuvent être utiles, qui peuvent créer de la valeur, parce que une synergie, lorsqu'elle se met en place, c'est que soit elle a un sens stratégique. Typiquement aujourd'hui, les gens qui commencent à travailler sur les échanges d'eau, l'eau elle est encore bon marché. Et s'ils commencent à travailler sur les échanges d'eau, c'est parce qu'ils anticipent le fait qu'un jour, monsieur le préfet dira au mois de juillet, il n'y a plus d'eau, vous arrêtez d'en ponctionner, vous arrêtez vos chaînes de production. Mais la plupart du temps, ces synergies, lorsqu'elles se mettent en place, c'est qu'il y a un sens économique. On économise du coût de gestion de déchets, ou on économise de la pro, parce que souvent on va passer à travers des ventes à bas prix ou des dons. C'est vraiment ce genre de synergie. Et ensuite, les mutualisations, là, c'est lorsqu'on a des besoins en commun, en entrée ou en sortie des entreprises, on mutualise. Donc on peut mutualiser de l'achat, on peut mutualiser... actuellement, il y a le gros sujet de l'autoconsommation collective d'électricité, où on se met à plusieurs entreprises qui souhaitaient investir dans le photovoltaïque pour acheter de l'électron, produire de l'électron et se le revendre. Il y a plein d'opérations qui sont en train de se créer autour de tout ça. On peut mutualiser en sortie la collecte et le traitement des déchets, parce que lorsqu'on a des petits flux, c'est compliqué de les valoriser. Lorsqu'on regroupe, on arrive à trouver des solutions pertinentes. Et puis on peut mutualiser de l'infrastructure. Souvent c'est des mètres carrés. Ça peut être une salle de réunion dont on se sert une fois par semaine. Ça peut être un entrepôt dans lequel on a 100 mètres carrés de dispo parce qu'on est en sous-activité et le voisin est en plein pic d'activité et lui cherche où stocker les produits qu'il réceptionne. Et voilà, c'est ce genre de synergie en fait qu'on met en place dans ces opérations-là. Donc, cette pratique-là, c'est entre 150 et 200 démarches en France sur tout type de tissu économique. Il y en a Dunkerque, c'est la démarche historique. Donc Arcelor Dunkerque fait partie du cœur de cette symbiose industrielle. Donc là, on a des gros flux qui s'échangent de coproduits. C'est des flux assez colossaux avec un impact économique évident et environnemental aussi. Et puis après, on a des territoires plutôt ruraux. On va travailler avec des TPE, PME. On va pas trouver les mêmes synergies, mais on va économiser des ressources et ils vont faire des économies aussi, eux, sur le plan comptable. Donc, en Occitanie, il y a un réseau régional qui s'appelle SINOC. Je vous invite à aller... il y a une plateforme régionale de l'économie circulaire qui s'appelle Cyclope, donc CICL-hop.org. Et à l'intérieur, il y a la communauté régionale des acteurs de l'écologie industrielle et territoriale, et un réseau national qui s'appelle Synapse, où il y a, si vous vous intéressez au sujet, il y a plein d'infos, plein de biblios, et vous pouvez voir ce qui se passe en France. Vous avez la carte de France des démarches d'écologie industrielle. Et vous verrez en Occitanie, il y a quand même pas mal de choses qui se passent, et notamment ici sur Toulouse Métropole. Parfait, merci beaucoup Cyril. Je trouve que cette notion d'écologie industrielle, elle est assez heureuse, puisque on parlait de réglementation qui fait avancer les choses, mais là c'est la coopération, la collaboration qui, si ces personnes-là ne s'étaient jamais rencontrées, et donc grâce à ces démarches c'est le cas, mais souvent elles sont, je crois, de ce que j'entends, heureuses de se rencontrer en fait, et aussi de partager autre chose que des flux. Et je crois que c'est une des clés de l'économie circulaire. C'est la coopération. La coopération. Et peut-être nos autres invités, je pense qu'ils peuvent aussi parler de comment la coopération se matérialise dans leur sujet. Ce sera peut-être une de mes dernières questions pour vous, si vous avez envie, et je pense tous des exemples. Simon en a déjà parlé, mais Marie peut-être... Un point qui peut être intéressant, c'est pas forcément un exemple précis avec une entreprise qui a mis en place de la coopération, mais il faut savoir que
Et du coup, ces différents piliers de l'économie circulaire, on se connaît tous, en tout cas les acteurs qui accompagnent les entreprises. Je ne connaissais pas Sarah et Simon, mais je connais quand même très bien Cyril, on a pas mal travaillé ensemble parce qu'en Occitanie, la région Occitanie est assez, nous pousse énormément sur ces sujets, pousse énormément les entreprises à mettre en œuvre ces sujets d'économie circulaire, à travailler sur ces ressources, ces matières premières, ces flux, ces échanges, etc. Et ça fait plusieurs années maintenant que le programme Oxymore, donc côté éco-conception, SINOC, côté écologie industrielle et territoriale, et l'association Terre EFC, côté économie de la fonctionnalité et les coopérations, on travaille énormément ensemble, tous les trois, pour un petit peu déjà mieux se connaître, mieux connaître nos différentes façons d'aider les entreprises, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que finalement tous ces piliers de l'économie circulaire, ils servent juste à permettre de continuer à avoir une vie qui va être confortable, qui va permettre de répondre à nos besoins, qui va nous apporter un certain confort de service, de vie, etc. Mais en ayant un impact moins important sur l'environnement, en respectant davantage la biosphère, et on n'a pas parlé de limites planétaires, mais c'est un autre concept qui peut être très intéressant à suivre justement là-dessus. Et du coup, on s'est réunis et on a beaucoup échangé sur nos façons d'aider les entreprises, les différentes méthodologies d'EIT, d'éco-conception et d'EFC, ce qu'elles pouvaient apporter aux entreprises et comment on pouvait un peu mutualiser nos forces pour impulser ces sujets davantage dans les entreprises et leur permettre de se dire finalement, si je rentre dans le sujet de l'économie circulaire par l'éco-conception, est-ce que je ne peux pas aller encore plus loin en travaillant sur mon modèle économique avec l'EFC par exemple? Et est-ce que quand je mets en place une démarche d'EFC dans mon entreprise et que je revois mon modèle économique, est-ce que je ne peux pas pousser la coopération à étudier ce qui se passe sur ma zone d'activité ou plus largement sur mon territoire pour mutualiser des flux et créer d'autres synergies avec les acteurs que je ne connaissais pas forcément. Donc même au sein de l'économie circulaire, on peut ensemble coopérer pour avoir une force de frappe plus importante et davantage transformer l'essai et avoir des activités moins consommatrices en ressources. Oui, nous, je pense qu'on coopère à différentes échelles. On coopère d'abord en étant une coopérative sous statut SIC, un statut d'entreprise un peu particulier qui implique qu'au lieu d'avoir des actionnaires qui se sont associés en investissant dans l'entreprise et qui attendent un retour sur investissement qui s'appelle les dividendes, nous, on travaille avec des coopérateurs qui ont pris des parts au capital dans un objectif qui n'est pas lucratif. C'est-à-dire que nous sommes à but non lucratif, qu'il n'y a pas de reversement de dividendes. Et on a autour de la table un certain nombre d'acteurs qu'on peut aussi appeler les parties prenantes, qui vont avoir une voix en assemblée générale. Et je ne sais pas si vous connaissez dans le monde conventionnel, les entreprises prennent des décisions où les détenteurs de capitaux, donc ceux qui ont le plus d'actions dans une entreprise, sont ceux qui ont le plus de pouvoir. Et dans le monde des coopératives, c'est le principe de une personne égale une voix. Quel que soit le montant qu'on a investi dans la coopérative, on a une seule voix. Ce qui fait qu'on va avoir des collectivités, des territoires, la région Occitanie, Toulouse Métropole, qui ont investi dans notre projet et qui vont avoir le même poids que des clients, des bénéficiaires du service, qui ont pris une part et qui vont, eux, par contre, attendre une qualité sur le service, un confort sur le service. On va avoir une troisième catégorie d'associés qui vont être les salariés, qui attendent des conditions de travail confortables. Et enfin, on a les partenaires privés ou membres de soutien, par exemple nos fournisseurs, qui vont attendre d'être payés en temps et en heure et au juste prix. Donc en fait, on va se retrouver autour de la table avec toutes ces personnes à essayer de prendre des décisions qui vont répondre à l'intérêt de ces individus. Et c'est ce qui fait qu'à la fin, on ne peut répondre qu'à l'intérêt général, qui est la somme de tous ces intérêts représentés. Après, on coopère avec les autres coopératives en France. C'est ce qui fait qu'on est capable de proposer un réseau national. Et pour autant, c'est le modèle inverse d'une société mère qui a des filiales, qui décide de tout et puis qui demande à tout le monde d'obéir aux ordres. Là, ce sont chaque opérateur de chaque région qui se réunissent, qui prennent des décisions, souvent au consensus, pour décider de développer la marque, les tarifs, les contrats, etc. On coopère du coup avec des acteurs plus proches sur le territoire, que vont être évidemment les acteurs des mobilités durables.
Donc Tisséo, je ne sais pas si vous connaissez Deux Pieds Deux Roues, la Maison du Vélo, en fait les associations et les autres acteurs qui sont capables de proposer une offre qui, elle, est véritablement de la mobilité douce et durable, et qui vont s'associer à notre projet en ayant bien compris que plus on fait de l'autopartage, en fait, plus on fait du transport en commun. Et donc on va créer aussi ensemble des synergies en ce sens. Et évidemment, on fait partie du réseau Terre EFC, auquel on croit beaucoup. C'est quand même un modèle économique d'avenir. Et si je peux juste terminer là-dessus, parce que tu disais que ce seraient les dernières questions, mais ce modèle d'entreprise-là dont je vous parle, en fait, il existe dans plein d'autres secteurs d'activité. Donc il existe dans le fournisseur d'électricité, pour ne pas le citer, qui va vous dire ouais, moi mes tarifs d'électricité ils sont chers, mais parce qu'en fait vous allez véritablement prendre conscience de ce que vaut l'électricité. Et la télécommunication, qui va vous dire oui, moi ma 3G elle coûte cher, et c'est normal en fait. On n'est pas supposé avoir des tarifs avec des forfaits illimités, à pas comprendre qu'en fait on est en train de consommer de la data. Et donc je vous cite le réseau des licornes qui s'oppose aux licornes, les start-upers qui lèvent des fonds. Les licornes, ce sont des coopératives qui se sont réunies en représentant tous ces secteurs d'activité pour montrer qu'il y a un autre modèle de société qui est possible. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Je vois que l'heure tourne et on va peut-être clôturer avec cette dernière question que je pose du coup à tout le monde. Merci beaucoup en tout cas pour ces riches échanges. Une conclusion peut-être qui nous ouvre vers l'avenir. Qu'est-ce que ça serait, en quelques mots, pour vous, un monde où l'économie circulaire aurait été intégrée à sa juste place? Et puis, comme on est une école d'ingénieurs, peut-être quel rôle vous voyez pour l'ingénieur de demain dans cette économie circulaire? Quelle place de l'ingénieur dans ce monde-là? Pas simple comme question, je ne sais pas qui va se lancer. Non, mais moi du coup, étant industriel, voilà, mon souhait ce serait qu'il y ait des acteurs type Metamo qui aient une taille industrielle et qui soient capables de répondre finalement un peu aux enjeux qu'on a dans le secteur de la construction. Et ensuite, concernant les ingénieurs, globalement, on en a dans nos effectifs. Ils sont les bienvenus. On a plein de choses à faire, plein de sujets qui sont plus ou moins complexes à creuser. Ça va. J'en ai parlé avant, mais sur la requalification des matériaux, sur se poser la question de comment je les intègre. Derrière, on produit aussi du mobilier où on réfléchit sur des logiques d'éco-conception, de démontabilité, d'économie, aussi de la fonctionnalité d'usage. Donc je pense qu'il y a plein de sujets sur lesquels travailler. Et vous l'avez compris, on va devoir très rapidement basculer de cette logique tout linéaire à beaucoup plus de circulaire. Donc prenez le virage le plus tôt possible. Moi j'ai beaucoup réfléchi au métier. Je pense qu'il y a toute une logique servicielle à repenser, une optimisation de flotte à optimiser. Plus probablement aussi une logique de recyclage en fin de vie de nos pièces détachées, même si on essaye de faire durer la vie de nos voitures le plus longtemps possible. À mon avis, il y a quand même une filière à créer autour du cycle de vie d'une voiture, en fait. Aujourd'hui, elle va à la casse, on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Et pour le mot de la fin, je voulais juste dire que je ne sais pas si vous connaissez le triangle de l'inaction, mais il y a un peu ce truc de oui, c'est pas de ma faute, c'est les entreprises qui, oui, mais c'est pas de ma faute, c'est la loi qui me permet d'eux, et puis en fait à la fin il n'y a personne qui bouge. Et j'ai été très inspirée par Cyril Dion qui disait nous à notre échelle il y a 3 champs d'action dans lesquels on peut agir. En tant qu'individu, en tant que consommateur, on l'a déjà bien dit, je réduis ma demande, je peux agir à mon échelle. En tant que professionnel, et donc c'est là où je m'adresse aux futurs ingénieurs, je peux choisir le type d'entreprise dans laquelle j'ai envie de travailler et le type de métier dans lesquels que je peux avoir dans ces entreprises. Et il y avait aussi à l'échelle collective. Et quand même, je rappelle juste qu'il y a les élections municipales bientôt. Voilà, je pose ça là. Mais on peut en parler autour de soi et on peut agir à l'échelle collective. Merci, Sarah. Merci beaucoup. Alors, moi, le monde idéal, quelque part, où l'économie circulaire coulerait de source, c'est un petit peu ça l'objectif. C'est-à-dire que lorsque on est une entreprise, qu'on va investir dans un nouveau produit, un nouveau service, un nouveau process, un nouveau site,
on pense économie circulaire, parce que c'est là où on a les mains qui sont encore libres, c'est là où on peut faire d'énormes progrès. Une fois que les investissements ils sont faits, bah, il faut le temps de les amortir avant de remettre la main à la poche et changer de trajectoire. Donc c'est vraiment ça, c'est votre rôle, hein. Vous allez être en entreprise bientôt, vous êtes sensibilisé à tout ça et vous allez pouvoir voilà, faire passer ces messages. Bon, j'espère que les entreprises dans lesquelles vous allez vous trouver voilà, se seront penchées hein, sur la question de leur exposition aux risques ressources. S'ils ne l'ont pas fait, il y a des méthodes pour ça. Hein. On peut arriver à mettre en évidence une criticité ressources par rapport à notre production. Et le mot de la fin, ben, voilà, vous avez un champ d'innovation qui est absolument colossal. Alors il est sous contrainte, hein. Même si on a des petits reculs en arrière, de toute façon le rouleau compresseur est lancé, on est vraiment, on va être soumis à cette pénurie, donc on va être obligé de trouver des idées et d'autres manières de fonctionner. Là vous avez deux exemples d'acteurs qui ont su innover. Ben, si vous avez envie d'entreprendre, hein, n'hésitez pas, il y a énormément de travail à faire pour que justement on arrive à changer un petit peu de trajectoire. Merci Cyril. Je rejoins un petit peu ce qui a été dit aussi. En effet, dans un monde idéal, finalement, on arriverait à mettre un peu l'économie circulaire au centre de ce qu'on produit vraiment comme valeur. Et en fait, on arrêterait de corréler la valeur qu'on produit aux ressources qu'on met à l'intérieur, mais on pourrait aussi produire de la valeur avec des ressources qui sont, quand on parle de FC, immatérielles, où on va plus, moins vendre de produits, plus vendre de services, et faire en sorte que ces services qu'on vend, ils soient faits à partir de produits qui soient aussi, qui durent dans le temps, qui puissent être éco-conçus, et avec une logique assez globale sur un territoire. Je pense qu'il y a quand même plein de leviers qui sont activés aujourd'hui, mais c'est des leviers qui restent encore un petit peu cloisonnés, et qu'on a tout intérêt à ouvrir plus largement ce qu'on fait et à justement créer des synergies qui sont peut-être pas encore toutes créées, et enlever ces cloisons de nos sujets les uns avec les autres et des régions les uns avec les autres pour avoir une coopération un petit peu plus grande. Ça, c'est un petit peu le monde idéal, et ça commence à se faire un petit peu partout. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de cartographies qui vont recenser les initiatives de IT, les initiatives d'éco-conception, de FC, etc. Tout, et on parle que de ces sujets-là, mais il existe plein d'autres initiatives encore qui sont en train d'être mise en avant et qu'il faut pouvoir suivre. Et en tant qu'ingénieur, en fait, on va avoir dans tous ces secteurs-là besoin d'ingénieurs partout, parce que on sait faire un petit peu plus, même s'il y a encore il y a des échelles un peu expérimentales d'innovation qui sont mises en œuvre, mais on a besoin de passer à la vitesse supérieure pour les mettre en œuvre rapidement, pour vraiment avoir des produits qui soient moins impactants, qui durent plus longtemps, avec des services qui soient mieux utilisés, pour en fait rendre on parle de sobriété en fait depuis le début quelque part, même si on l'a dit un petit peu, rendre cette sobriété désirable et faire en sorte que toutes ces nouvelles initiatives soient vraiment voulues et souhaitées par l'ensemble de la société, vous qui travaillez dedans, mais aussi vous en tant que consommateur derrière. Et pour rebondir sur ce que disait Sarah, c'est demain la date limite pour s'inscrire sur les listes électorales. Voilà. Et merci pour votre participation. Merci Marie. Et Marie, pour le mot de la fin. Ouais, le mot de la fin, oui. Après, c'est pas évident. En tout cas, c'est des belles initiatives que je suis contente d'avoir découvertes. Pour certaines, je connaissais. Moi, j'ai quand même envie de rappeler, parce que je suis géologue et je réfléchis sur le long terme et à l'échelle globale. Et je voulais quand même rappeler qu'ici, tous dans cette salle, toutes et tous, on fait partie des 10% les plus riches de la planète. Et qu'à un moment donné, quel que soit, on aura beau faire tout ce qu'on veut de recyclage, de circularité, etc. À un moment donné, si on ne revoit pas nos modes de vie et notre impact sur les limites planétaires, sur la planète, si on ne revoit pas tout ça, on n'y arrivera pas. On voit, en ce moment, on est en train de voir nos démocraties qui vacillent. On est en train de voir un début d'effondrement civilisationnel. Hein, je pèse mes mots. Et tout ça, ça va nous arriver, ça va arriver à nos enfants. C'est pas un truc pour le prochain millénaire. Hein. Voilà, donc les métaux en font partie. Il y a plein d'autres choses qui en font partie. Hein. Je pense qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse. Et effectivement, c'est pas qu'à l'échelle individuelle, comme tu l'as rappelé. Les entreprises, les politiques ont une énorme responsabilité là-dedans, et c'est aussi à tout le monde de faire des efforts. Bon, mais merci. Bon appétit. J'ai rien d'autre
à dire que merci à tous et toutes.